Spider-Man die? Neither can I. See you, Space Cowboy. Bonjour à toutes et à tous, je suis Odyssée et vous écoutez Graphic Saga. Quand je vous parle entre autres d'une moto rouge, de Neo Tokyo, de Mecha, d'Eva et de Néon, à ce moment, normalement, s'infiltre en vous tout l'imaginaire futuriste créé par l'animation japonaise, cyberpunk et mecha des années 80-90. Si les œuvres sont devenues des marqueurs indétrônables de la culture commune, j'entends par là des œuvres comme Ghost in the Shell, Akira, Evangelion, mais également plus tard Cowboy Bebop. Cependant, fort de leur succès, ils ne laissent pas beaucoup de place à d'autres œuvres majeures de cette époque d'avoir leur place sur le devant de la scène aujourd'hui. C'est pourquoi, pour mettre en lumière ces différents OAV, j'ai avec moi deux spécialistes du sujet. Camille de l'horreur est humaine à Cybervélo. Salut Camille. Bonsoir, je fais pas de vélo. Et également Fabien Moreau avec sa méca moto. Bonsoir, salut. Alors, ces dernières années, l'animation japonaise est revenue en force avec un nouveau public et des nouvelles œuvres qui sont appréciées par ce public. Et notamment tout un nouveau public qui est pas forcément qui va pas forcément consommer des œuvres, on va dire, qui étaient au goût du jour dans les années 80-90, mais qui ont été des œuvres majeures et qui ont fait progresser l'animation dans leur époque. Donc, notamment Akira, Ghost in the Shell et Evangelion, comme j'ai dit précédemment. Mais notamment, on va mettre en lumière aujourd'hui d'autres animés qui sont cultes pour les connaisseurs, mais que beaucoup de gens, je pense, ne connaissent pas forcément. Notamment, c'est Megazone 23, Bubblegum Crisis, AD Police, les films Pat Labor, Cyber City, Odeo et le film Dirty Pair. Du coup, Fabien et Camille, heureux, comment ça va? Moi, je décède parce qu'il fait 40 degrés. Aussi, je pense que Karl, c'est un peu un bourreau en tant qu'ami. Voilà. Mais ça va, je suis contente d'être là. Non, je suis quand même un ami, donc ça va, on peut être un bourreau et un ami. Oui, ça, c'est compatible. Et toi, Fabien, ça va? Bah, pareil, la chaleur est bien là et je pense qu'elle est tout à fait pertinente et raccord avec les ambiances dystopiques qu'on va aborder aujourd'hui en Ah, fait. à nous, c'est alors même au-delà de la dystopie, je pense qu'actuellement là, Lyon, c'est Arrakis. Ah oui, non, mais vous êtes dans le désert qui a aux portes de Megacity dans Judge Dredd en fait, hein. C'est ça, exactement. Tout à fait. Ouais, justement, tu parles de Megacity et tout ça. C'est quoi un peu votre rapport que vous avez tous les deux à justement à cette forme de SF japonaise Alors moi, je pense que ça vient d'abord des jeux vidéo. Parce que je me souviens, à la grande époque de la Super Nintendo, jouer à des jeux comme Mega Man X ou Super Probotector Alien Rebels, où on pouvait déjà voir des skylines futuristes, un peu dystopiques, avec des méchants qui étaient plus ou moins connectés, plus ou moins pluggés. Alors ça pouvait être des cyborgs, des androïdes, ce genre de choses. Et on avait déjà aussi des héros comme dans Mega Man X, avec déjà des armures de combat, avec des casques qu'il fallait changer ou renouveler. Et dans le cas de Probotector, en fait, c'était le portage occidental du jeu Contra 3. Où dans Contra, on incarnait des soldats, mais dans Probotector, ils avaient remplacé ça par des espèces de cyborgs, ou enfin, en tout cas, c'était comme des pattes labor miniatures, en fait. Donc, on y reviendra. Et c'est vrai qu'ensuite, progressivement, après la fin du Club Dorothée, les gens de ma génération, on avait 11-12 ans à l'époque, on s'est acheminé vers l'animation japonaise plutôt pour adultes. C'est à l'époque qu'on a eu la fameuse collection Manga Mania, euh, qui était cher aux parents, où on a pu découvrir des titres pour adultes, comme dans le cas du cyberpunk, on avait découvert à cette époque-là les films Pat Labor, Geno Cyber, Cyber City, Wicked City, Gun, euh, Apple Seed, Dominion Tank Police. Donc moi, ça vient de là. Puis ensuite, j'ai commencé petit à petit à développer un peu ça en lisant pas mal de mangas et en revenant de manière ponctuelle sur d'autres œuvres comme Bubblegum Crisis, par exemple. Je suis pas un expert du tout du sujet, mais je suis un fan d'animation japonaise qui continue à découvrir ces œuvres-là aujourd'hui. Mais je suis entouré justement de spécialistes et d'experts
qui m'aiguille sur les grandes œuvres à voir, aussi bien dans le domaine des films cinéma, d'animation japonais que des OVA, on va parler après. Ouais, le terme OVA qu'on définira tout à l'heure pour les gens qui sauraient pas ce que c'est. Et toi, du coup, Camille? Alors moi, sur le coup, c'est un peu différent parce que je peux pas dire que je les aime par nostalgie, comme je suis née au début des années 90. Donc on en parlera un peu après, mais en fait, au début des années 90 en France, effectivement, ceux qui sont plus âgés voient encore des animés japonais. Moi, quand je commence à regarder des dessins animés, ils ont peu à peu disparu en fait de la télé française pour plusieurs raisons, mais notamment pour des raisons politiques, notamment à cause de Ségolène Royal, parce que justement, ils étaient jugés trop violents et pas adaptés pour des publics d'enfants. Du coup, ben, c'est une époque, les années 90, où on commence à avoir beaucoup plus sur le coup d'animés qui viennent des États-Unis et d'Europe de manière générale. Donc j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Alors bien sûr, je connaissais les classiques, Akira, Ghost in the Shell, quand j'étais ado. Mais ce qui m'a poussée un peu vers cet intérêt, je rappelle que je suis pas non plus une experte de ça, mais bon, c'est plus, on est là aussi parce que on apprécie les séries et les films dont on va parler, donc on peut tout à fait les recommander. Ce qui m'a poussée globalement vers ça, c'est plusieurs choses. La première chose, je pense, c'est une question d'esthétique et notamment de représentation du cyberpunk, dans le sens où très petite, j'ai été bercée grâce à mes parents dans l'univers de Métal Hurlant, notamment du dessinateur Mobius, d'Enki Bilal, de Druillet, et en fait qui ont énormément été inspirés par le Japon, mais qui ont aussi énormément, dans le sens inverse, inspiré ces productions-là, notamment Mébius. Hein. Je ne sais jamais si on dit Mobius, Moebius, voilà. Je pense que je ne pourrais pas valider une prononciation, mais j'ai entendu absolument tout le temps. Donc, Oui, voilà. Georges Giraud. Jean Giraud, c'est beaucoup oui. plus français. Donc, bon, puis qui ont aussi, je le rappelle, inspiré Giger, hein, le designer d'Alien. En fait, tous ces délires-là biomécaniques, pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué très très jeune. Aussi parce que dans les années 90, donc moi j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, et je commençais à voir pas mal de films qui étaient basés sur, alors c'est des films techno-noirs, enfin des films en gros qui étaient basés sur les nouvelles technologies, qui avait une ambiance cyberpunk, certainement pas aussi poussée esthétiquement que ce dont on va parler là, sauf bien sûr Matrix, bon voilà, euh, qui était en fait beaucoup de séries B, qui m'intéresse aujourd'hui énormément pour ce que je fais au niveau de l'horreur est humaine, parce que en fait, ce qui me fascine un petit peu dans cette époque, c'est tous les fantasmes qu'on a tissés autour des nouvelles technologies, notamment d'Internet, mais aussi des ordinateurs. On va en parler beaucoup parce qu'ils sont très présents, hein, ils dominent le monde. Euh, ce qui m'a marqué en fait quand j'étais jeune aussi, donc il y avait énormément de productions futuristes de cet acabit. Ce qui m'a particulièrement marqué dans les années 90, c'est l'obsession pour le passage au nouveau millénaire, et qui est aussi très présente dans toutes les productions dont on va parler aujourd'hui, parce que souvent elles se passent en fait dans des futurs qui sont après les années 2000. Hein. Les années 2000, ça nous faisait un peu rêver quand on était gamin, dans le sens où on pensait vraiment que ça y est, c'est maintenant le futur. Ce qui veut absolument rien dire, mais dans notre tête, c'était exactement ça. Je me souviens d'avoir des ordinateurs, des calculatrices qui étaient transparentes, où tu voyais tous les circuits électroniques à l'intérieur. Et en fait, ça a développé chez moi une espèce de fétichisme pour les circuits électroniques, les câbles et les machins, alors qu'aujourd'hui, enfin, on est dans une vision beaucoup plus épurée en fait des nouvelles technologies. On n'a pas besoin de montrer tous les câbles et les machins. À l'époque, plus c'était gros, plus ça avait des câbles, mieux c'était dans notre tête. Et je pense que mine de rien, j'ai été aussi un peu bercée par cet imaginaire-là des années 90, qui aujourd'hui, dans ma tête en tout cas, revient en force, qui revient en force tout court, hein, qui est vachement à la mode. Hein, cette époque 90s, cyberpunk, ça revient aussi dans plein de trucs, notamment dans la mode justement. Donc voilà, et puis bon, comme Fabien aussi, j'ai aussi, enfin tu l'as pas dit, mais du coup je le dis pour toi, on a tous les deux en commun aussi le fait d'aimer l'architecture brutaliste, c'est-à-dire tout ce qui est à base de béton et d'industrie. Et, et là, on va dire que dans l'animé japonais de cette époque, donc de la fin 80, début 90, on a largement notre dose, quoi. On est bien servi là. Ouais, c'est clair. Moi aussi, j'aime bien l'architecture brutaliste, soit dit en passant.
Heu, moi, du coup, contrairement, aux 2 personnes qui m'accompagnent, je suis un petit peu plus jeune et mon rapport à toutes ces œuvres-là viennent principalement du fait que je suis tombé amoureux de Cowboy Bebop quand j'ai découvert ça, quand j'avais, 12-13 ans et après j'ai fait la découverte d'Akira, Evangelion, Ghost in the Shell et Gun et du coup, je vais pas faire semblant, mais j'ai découvert, tous les animés qu'on va découvrir principalement, pour cette émission ou d'autres que j'avais déjà un petit peu entendu parler avant, mais que j'ai jamais eu l'occasion de me pencher dessus. Voilà. Donc, on ça va parler de méca, de cyberpunk, donc principalement de dystopie pour, tout ce genre de choses. Et donc, qui sont principalement parce qu'on va vous parler des OAV, mais maintenant on dit OVA, c'est ça? On dit OVA, qui sont, Fabien, si tu veux, nous présenter ce que c'est, des OVA, si tu veux nous en parler, Alors, les OVA, donc c'est Original Video Animation. Donc en fait, ce sont des œuvres animées qui étaient exclusivement produites pour les supports cassettes, notamment les VHS. Et donc le premier OAV, OVA, moi, moi, je mélange. Le premier OVA, c'était Dalos de Mamoru Oshii. Et en fait, ça a tellement fonctionné que ça a lancé toute une industrie des œuvres animées sur VHS. Hein. C'est vrai qu'il y avait quand même une culture du magnétoscope au Japon qui a été extrêmement forte et qui a duré très longtemps. Hein. Je crois que la dernière manufacture de VHS, enfin le dernier constructeur de magnétoscope, il a fermé dans les années 2010 au Japon, donc ça a perduré très longtemps. Et donc, de nombreux studios, réalisateurs et réalisateurs et animateurs ont commencé à produire des œuvres ou des séries d'œuvres animées sur support VHS et qui se louaient et qui s'achetaient. Et donc en parallèle, il y a eu aussi du cinéma live qui était fait pour la VHS, ce qu'on appelle le V-cinéma. Hein. D'ailleurs, on a des réalisateurs comme Takeshi Miike qui ont débuté là-dedans. Et il faut savoir qu'au Japon, la VHS n'a jamais été un sous-produit ou une sous-catégorie du cinéma. C'est quelque chose qui a toujours été considéré comme utile et noble dès le départ. D'ailleurs, c'est intéressant quand on lit, par exemple, je fais une légère parenthèse, quand on lit Ring, pas le film, mais le roman insiste bien sur cette culture VHS qui était extrêmement présente. Désolé, je ne peux pas rechercher de films ou de séries télé. Je peux reprendre. J'adore. Ah, mais Et dans- Fabien, t'es plugué sur ton intelligence artificielle dans ton appart, non? Elle te parle. C'est enclenché toute seule. C'est énorme. Je peux reprendre sur Ring. vas-y, reprends Vas-y, sur ouais. Ring, je couperai à ce Non, moi, je veux pas que tu coupes, c'est incroyable. Je pense que vraiment, l'intelligence artificielle de chez Fabien s'est réveillée. Tu sais que j'ai lancé l'enregistrement bien avant. Du coup, je peux faire des bloopers à la fin de Parfait, l'épisode. parfait. C'est la cassette maudite de Ring, en fait. Donc, en fait, quand on lit Ring, le roman de Koji Suzuki, donc, qui a inspiré le film, ça se passe en 1991. Et en fait, d'une certaine manière, le livre parle indirectement de l'omniprésence de cette culture VHS et qu'est-ce que ça a fait dans l'ambiance très électrique de la Tokyo d'alors. En fait. C'est intéressant de se dire que l'objet VHS, il est dupliqué à l'infini et il se répand comme ça, comme une rumeur et comme une malédiction. En fait. Voilà. C'est dire l'importance de l'objet à l'époque et son importance euh, enfin, son importance qui a été manifeste pendant une trentaine d'années. Quoi. Même quand j'étais allé au Japon dans les années 2010, on pouvait encore sans problème louer des VHS. Ouais. En plus, sur le coup, les OVA dont on va parler, ils étaient pas soldés. Enfin, c'était quand même des trucs qui finalement étaient relativement chers. Hein. Donc ça vraiment, c'est pas du tout la culture VHS que nous on a en tête. Oui, parce qu'en plus, c'était la culture locative avant tout. Hein. Je veux dire, Ouais, si tu avais les moyens de te payer un OVA, de l'acheter, alors il fallait vraiment être un otaku avec beaucoup d'argent. Euh, bon, mais bon, le système locatif a été aussi très très important aussi dans la circulation de ces œuvres.
Et moi, ce que je voulais juste, c'est quelque chose qui m'a un peu frappé dans toutes ces séries, et dans le format OVA qu'on a vu, notamment sur le découpage, que c'est des épisodes d'environ 45-50 minutes tous, sur des formats de 8 épisodes. En fait, c'est assez marrant parce qu'on est revenu vraiment sur le même format que les séries qui sont consommées actuellement sur les plateformes, en fait. Oui. On est vraiment revenu sur exactement le même format. Oui, moi, juste, enfin, j'y ai pensé aussi en rematant des trucs là où je me suis dit: «Putain, il est étonnant ce format», surtout qu'en plus, en fait, il diffère beaucoup de l'idée qu'on se fait en France, de l'animé. Où, moi, je sais qu'un des premiers animés que bon, il y a eu évidemment comme toi, Samurai Champloo, mais un des premiers animés que j'ai vraiment kiffé, c'était Hunter x Hunter. Mm. Sauf qu'il faut se les taper, quoi. Enfin, c'est un projet, en fait, maintenant, quand tu te mets dans un animé, quoi. Tu balises des jours. C'est du coup, ça change vraiment. Enfin, c'est pas du tout le même type de consommation, en fait, hein. Aujourd'hui, ils se font un fric monstre, en sortant des mangas à l'appel, en sortant du coup, les animés qui leur sont liés. À l'époque, c'est pas du tout la même façon de produire ces animés-là, pas du tout la même façon de les consommer. Enfin, et je trouve ça intéressant parce que je trouve que justement ça laisse la place, en fait, c'est des films, hein, c'est des mini-films, alors qui sont justement pas toujours extrêmement aboutis parce qu'on est sur des formats de 20 à 50 minutes, donc c'est court finalement, mais ça reste des Ouais. mini-films, quoi. Ouais, puis ça reste des laboratoires en fait un peu d'expérimentation. On voit qu'il y a des choses qui sont tentées et qui essaient un peu d'aller au-delà de ce qui est produit, par exemple par la Toei à la même époque ou des choses comme ça, quoi. Et surtout, pitié, il y a pas d'épisodes vides, quoi. Parce que moi, les épisodes de remplissage dans l'animation, j'en peux plus et je me dis: «Bah, là, non, tout est fait pour justement bien remplir parce qu'ils ont peu de temps», et je pense que c'est une contrainte aussi qui fait qu'ils sont créatifs, en fait, hein. Oui, et puis surtout les OVA, entrent dans différentes, catégories ou configurations. C'est-à-dire que des fois, ce sont des œuvres qui se suffisent à elles-mêmes. Des fois, ce sont des œuvres qui enclenchent, on va dire, une nouvelle licence, multiplateforme, ou alors elles sont produites un petit peu après justement, l'enclenchement, d'une licence qui peut avoir débuté, via le manga ou via une série, d'animation justement. Ouais, puis on aura des exemples comme ça, dans ce qu'on va raconter, mais notamment le fait que, enfin, en fait, c'est un univers à chaque fois qui s'ouvre, il y a un OVA, pardon. Et du coup, il y a aussi, des disques qui sortent, parfois des mangas. Enfin, il y a vraiment tout un tas de produits dérivés qui, en fait, permettent, bon, de se faire de la thune, ça, c'est clair, justement parce que la vente, notamment des OVA, n'est pas forcément leur principal gagne-pain, en fait, hein. Alors, c'est pas forcément là-dessus qu'ils rentabilisent, et aussi parce que, ça permet de compléter les films aussi. On va le voir, notamment quand on parlera de Bubblegum Crisis, mais c'est assez intéressant parce que tout n'est pas forcément abordé, dans l'animé en tant que tel, et du coup, ça permet effectivement d'ouvrir tout un univers qui peut donner lieu à d'autres séries, à d'autres produits dérivés, et du coup, ça ouvre aussi tout un univers de possibilités, quoi. Du coup, oui, c'est un format qui a été vraiment le marqueur d'une époque, comme tu dis, qui s'est arrêté quand même assez tard, mine de rien, et qui a montré son succès. Bon, aujourd'hui, voilà, on est plus dans cette époque-là, mais c'est le marqueur d'une époque, et notamment le Japon qui, à cette époque, a vraiment de par sa géopolitique et le fait que les États-Unis viennent tout juste de partir, tout ça, ont un contexte un peu particulier quand même. Oui, il faut comprendre que le Japon, donc qui va nous intéresser, c'est le Japon de la deuxième moitié des années 80, début 90, hein, parce que tous les animés qu'on va traiter se concentrent vraiment sur cette période, qui est donc une période de transition à pas mal de niveaux. Il faut comprendre qu'en fait, dans les années 80, l'économie japonaise, elle semble vraiment invincible pour tout le monde. Les économistes, ils parlent de miracle économique japonais. Il y a eu un vrai essor de l'armement, des technologies au Japon. Et effectivement, avec l'occupation américaine, tu en parlais du coup de l'archipel, après la Seconde Guerre mondiale, et avec également le fait qu'en fait la guerre froide se déplace sur le front de l'Extrême-Orient, parce que c'est à cette époque qu'il y a la guerre de Corée, hein. Le Japon, il se retrouve en fait en première ligne pour les fournitures militaires dans les industries. Enfin, les industries en profitent très largement, et ça fait effectivement, ça crée en fait un vrai boom économique. Donc il faut savoir qu'à la fin des années 80, le Japon, il est numéro un mondial de la banque, il est numéro un de l'industrie électronique, et il est numéro un de l'industrie automobile. Donc coucou les grosses motos, tout ça, dans Akira et dans les autres animés dont on va parler, c'est aussi lié à ça, en fait, parce que il y a une vraie reconnaissance, c'est toujours le cas aujourd'hui, de l'industrie automobile japonaise.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 90, la courbe, elle s'inverse, mais elle s'inverse vraiment drastiquement, suite à l'éclatement d'une bulle financière. Le Japon, s'est vraiment enlisé dans une période, qui est caractérisée par une croissance qui est faible, voire presque nulle. On parle même de décennies perdues, enfin, c'est un peu Ouais. fort. Et c'est dans ce même contexte que justement, les OVA dont on va parler s'inscrivent. Les studios japonais dans les années 80, ils profitent vraiment de cette nouvelle influence mondiale pour s'installer sur le marché de l'animation à un niveau international. Donc on le disait en France, hein, notamment, mais pas seulement, beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans plein de Angleterre. pays en fait, hein. Et bien qu'aujourd'hui, on voit bien, hein, que l'influence culturelle de cette période, elle est toujours en place, elle est toujours notable, hein, parce qu'on a créé des générations de nerds fans du Japon. Mais au début des années 90, plusieurs studios qui ont créé ces OVA rencontrent des difficultés économiques suite au crash boursier. Et il en résulte en fait une perte de marché pour l'animation. Et c'est exactement même en fait à cette période que je disais tout à l'heure qu'en France, les chaînes en plus abandonnent peu à peu le marché japonais. Enfin, en gros, c'est un peu plusieurs facteurs qui font que l'animation japonaise, à partir des années 90, elle est un petit peu moins présente. Euh, donc c'est une période, la fin des années 80, enfin la deuxième moitié des années 80, qui est vraiment faste pour l'OVA. Mais en réalité, elle a vraiment pas duré longtemps, même si elle est encore marquante, comme je le disais. Et les animés dont on va parler aujourd'hui s'inscrivent vraiment dans cette transition, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à des thématiques qui sont liées à l'essor du capitalisme au Japon, notamment dans les grandes métropoles, à la thématique de la mondialisation, à la course aux nouvelles technologies, à l'armement aussi beaucoup, hein, on le verra à travers les mechas notamment. Mais aussi, ils vont du coup s'intéresser au crash financier, même si c'est pas dit de cette manière-là explicite, hein, mais c'est-à-dire à la désillusion du système capitaliste qui est florissant, à ses lacunes, à ses limites, beaucoup à la corruption, aux inégalités sociales, économiques, qui sont en fait persistantes, et dans une moindre mesure aussi à la question de la pollution. Alors, faut savoir que la pollution à cette époque, donc bien sûr, les dégâts liés à la bombe atomique sont encore bien présents dans les esprits, hein, mais durant les années 80, les problématiques environnementales, elles sont un peu moins prégnantes dans l'opinion publique et dans l'opinion politique japonaise. Ils s'y désintéressent un petit peu, alors qu'en fait, il y a une vraie pollution, notamment transfrontalière, avec la Chine, les industries chinoises. Et on va le voir, il y a quelques OVA qui s'intéressent à ces thématiques-là, toujours, hein, qui est une thématique qui est présente depuis beaucoup plus longtemps que nous, hein, que pour nous, hein, au Japon, hein, dans les films notamment. Bah, notamment un peu plus tard, mais Miyazaki va apporter un peu. Il y a toujours une portée écologique sur ce que Miyazaki fait dans ses films après. Et puis il y a Godzilla aussi. Et Godzilla, 1971, c'était la grosse année de la pollution dans la fiction Ouais, japonaise, avec des œuvres comme Godzilla contre Hedorah, Spectreman, notamment. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on constate que chaque décennie japonaise, à cette époque-là, elle se construit en miroir négatif de la précédente, en fait. ouais. Les années 60, c'était la grosse explosion économique. Les années 70, c'était la crise pétrolière. Ensuite, effectivement, le boom puissant des années 80. Et ensuite, dans les années 90, la décennie perdue. On passe à autre chose, ouais. Et du coup, tu en parlais tout à l'heure, Karl. En fait, le modèle qui est questionné, donc le modèle capitaliste, c'est en fait plus précisément le modèle américain. Faut comprendre que si le Japon est aussi fort économiquement dans les années 80, c'est notamment grâce, je mets des gros guillemets, hein, à la présence américaine en fait, hein. C'est-à-dire que c'est aussi eux qui ont implanté des méthodes de production, même si le Japon a aussi expérimenté sur ses propres modèles de production, hein, économiques. Mais il y a eu quand même une très forte influence qui fait qu'on va clairement questionner le Japon. Et dans l'animation de l'époque, on va le voir, ils sont très très présents. Pardon, on va questionner les États-Unis. Et dans l'animation de l'époque, ils sont très très présents. Et ils sont représentés. Alors c'est toujours un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est soit une menace, soit c'est un allié dont les intentions sont vraiment pas très très nettes. C'est-à-dire qu'on sent en fait qu'ils sont là clairement par intérêt en fait. Et bref, c'est dans tout ce contexte, en gros, que la thématique cyberpunk. Alors, on peut parler de cyberpunk, de méca, enfin Fabien nous en parlera après. En fait, il y a pas mal de manières de parler de cette période-là. C'est dans ce contexte que le cyberpunk, c'est quand même particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que le cyberpunk, il ouvre sur un univers dystopique, hein, tu le disais tout à l'heure, Karl. Il offre un cadre de réflexion autour du coup de la course aux nouvelles technologies, aux dégâts environnementaux, sociaux, culturels qui sont posés par l'industrialisation à grande échelle.
Et le futurisme des mégalopoles industrielles des animés japonais de l'époque, ils permettent aussi de questionner le rapport qu'a la société, japonaise, qui est encore très traditionnaliste, hein, au monde sur lequel elle s'ouvre et pas uniquement économiquement, mais culturellement. C'est-à-dire que le Japon, on le sait, hein, est très tiraillé entre, cette course effrénée à la modernité et une volonté de maintenir un ordre social, culturel, traditionnel, une identité qui est très marquée et on va le voir dans les animés dont on va parler, ça aussi, ça ressort beaucoup. Et sur un plan artistique, il y a surtout cette volonté à cette époque-là de répondre aux gros films américains, aux Mm. blockbusters. C'est-à-dire qu'on reprend des thématiques, on reprend des motifs et on essaie de les refaire à la façon japonaise, en fait. Et c'est vrai que si on remonte dans le temps et qu'on essaie de faire une histoire assez rapide du mecha, on est vraiment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec les tout premiers films de monstres japonais qui commencent à arriver dès 1954 avec Godzilla, hein, les fameux Kaiju Ega. Et le tout premier véritable mecha recensé, c'est Tetsujin 28, qui est un manga de Mitsuteru Yokohama, dans lequel un petit garçon contrôle un robot géant avec une télécommande. Et en fait, ça va être un énorme succès. Et le tout premier mecha en prise de vue réelle au cinéma, c'est dans Prisonnière des Martiens, d'Ichiro Honda, 1957, où on voit le fameux Mogera, qui est un robot envoyé par des extraterrestres. Et c'est donc Mitsuteru Yokohama, donc le créateur de Tetsujin 28, qui va un peu relancer le genre en 1967 avec Giant Robot, qui est un personnage co-développé avec la Toei, en fait, puisque c'était à la fois un manga et une série live, une série tokusatsu. Et là, pareil, c'est encore un gamin qui va contrôler un mecha, mais un mecha qui a un motif de tête de sphinx. Peut-être Et puis Fabien, ensuite, pour les personnes qui connaissent pas, comment tu définirais le méca? Parce que c'est vrai que euh, c'est pas, enfin, on parle de robots, on parle de, mais en fait, le méca en soi, je reprends dès le début. Genre bien casser code en non, fait. on reprend pas dès le Non, début, non, on hein. reprend pas dès le début, hein, je rajoute Bah, Tu en réponds à ma fait, question. en fait, généralement, un mecha, c'est un robot géant qui est piloté par un humain. Donc, soit l'humain le pilote à distance, ou soit l'humain intègre le mecha dans l'habitacle même du mecha, en fait. Voilà. Je pense que l'exemple le plus parlant pour les gens en truc de mecha, c'est vers le Super Sentai. Il y a un peu comment? Ouais, Il y a Evangelion, mais pour le grand public, je pense qu'il y a plus le Megazord et tout simplement le Megazord des Power Rangers en fait. Ouais. par exemple, mais tu vois, je reprends à la fin des années 60, voilà, au début des années 70, on a Gonagai qui arrive avec son concept de super robot, donc avec des personnages comme Mazinger Z, Great Mazinger ou Grendizer, donc Goldorak chez nous. On a toujours cette idée de l'humain qui va s'intégrer dans le mecha. Et ensuite, on a d'autres révolutions avec donc Gundam, donc, qui est créé par Tomino, donc les studios Sunrise, qui lui va amener le mecha vers une histoire politique. C'est-à-dire, c'est une guerre du futur dans laquelle les mechas interviennent, en fait. Et ensuite, on a en 82 Macross qui lui se passe dans une forteresse spatiale géante, qui est aussi une mégalopole dans une forteresse géante. Et donc, on va suivre des pilotes qui ont des avions de chasse qui peuvent se transformer en méca, donc les Valkyries, qui peuvent lutter contre des extraterrestres belliqueux. Voilà. Voilà. Et ensuite, progressivement, ça va amener vers d'autres motifs, d'autres propositions, notamment avec les OVA. On va avoir de plus en plus de mechas à échelle humaine, avec des mechas transformables, justement des motos qui peuvent se transformer en mechas. Ça peut être des exosquelettes un petit peu plus grands que les humains. Puis ensuite, on a la franchise Pat Labor qui arrive à la fin des années 80, où là, ce sont des robots policiers géants. Et puis ensuite, la révolution arrive en 1995 avec Neon Genesis Evangelion, qui révolutionne complètement le genre avec son approche complètement existentialiste, même si les Eva ne sont pas des mechas en soi, ce sont en fait des humains géants transformés. C'est une subtilité. Mais après, on va voir le genre mecha s'infiltrer dans le cinéma live. Même les films Godzilla des années 90 vont intégrer la notion de mecha, c'est-à-dire avec des humains qui pilotent carrément Mecha Godzilla ou des versions modernisées de Mogera.
Voilà. Et ça devient même, les États-Unis ensuite s'emparent aussi même alors dans une moindre mesure, hein, Mhm. mais il y a eu, je crois, ça s'appelle quoi, Robot Jocks, non, Watch Dogs, ouais. de Stuart Gordon, Ouais, tout à fait. Ouais. qui avait pas mal marché. Enfin, ça s'exporte un petit peu au final, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a eu ces premières tentatives en stop motion à la fin des années 80. Même Robocop, hein, à sa Ouais, manière, comporte cette thématique méca. Même James Cameron, quand il fait Aliens et complètement. qui montre Ripley dans le Power Loader, quand les Japonais ont vu ça, ils ont complètement halluciné. C'est-à-dire qu'on peut faire ça maintenant dans le live. Et bon, bah, la dernière grande itération américaine du genre, c'est Pacific Rim de Guillermo del Toro, Ouais. qui est un hommage plein et entier au genre. Ou alors on a Big Guy et Rusty, qui était le comics de Frank Miller aussi, qui est un hommage Ouais. à ce genre-là. Je fais vraiment dans la synthèse. Hein. Si on commence à aller dans le détail, on ouvre une boîte de Pandore interminable. Bien sûr. Ouais, je me disais, ce qui est aussi, enfin, tu parlais un peu du rapport notamment, enfin, à Alien. En fait, là, on est plus sur enfin, justement, si on rentre dans le détail, sur des univers biomécaniques, c'est-à-dire enfin, on n'est pas dans du mécanique pur, mais on intègre peu à peu des éléments aussi organiques, en fait, au niveau esthétique. Et en fait, ce qui est compliqué, j'ai l'impression, en fait, on s'est beaucoup questionné quand on avait préparé le podcast sur comment aussi, on parle de cette période qui, en fait, est à la croisée de pas mal de genres, dont toi, tu nous parles du méca, du cyberpunk. Et en fait, on se rend compte que c'est des genres qui sont étroitement liés, qui se sont construits, bah, effectivement, il y a eu on peut dater, en fait, des naissances de ces genres-là, mais c'est quand même compliqué de vraiment les différencier, dans le sens où il y a, même s'ils ont des codes, hein, dans le sens où, notamment dans les animés qu'on va traiter aujourd'hui, il y a vraiment un peu de tout. Je le dis parce que il y a des formes de chapelle, en fait, aussi, hein, Oh. notamment dans le cinéma japonais, dans le cinéma de l'animation japonais, où en fait il y a les mechas d'un côté, le cyberpunk de l'autre. Enfin, vraiment, c'est très finalement relativement codifié et cloisonné, mais comme beaucoup de genres, en fait, hein. Et quand on y regarde d'un peu plus près, on voit bien qu'en fait, ces chapelles-là, elles ont aussi des limites, parce que si on essaie d'aborder ces œuvres finalement plus par rapport à une période. Donc là, c'est la fin des années 80, enfin la deuxième moitié 80, début 90. On se rend compte qu'en fait, il y a énormément de choses qui résonnent entre elles sur les thématiques qu'on a abordées tout à l'heure. Et du coup, alors peut-être le cyberpunk, du coup, parce qu'on parlait de méca, mais le cyberpunk, ça s'est aussi un peu construit différemment au Japon. Fabien, tu peux peut-être en parler un petit peu? Oui, c'est vrai que déjà, il faut aller du côté du cinéma live, où pour le coup, les origines du cyberpunk viennent vraiment, pour le coup, premier degré du mouvement punk. Je pense à un cinéaste qui s'appelle Sogoichi, qui était un étudiant qui, à la fin des années 70, avait réalisé un film qui s'appelait Crazy Thunder Road. C'est un film d'étudiants, en fait, qui a été Le distribué squat. par la Toei. Qui était distribué par la Toei. Et bon, grosso modo, le film, ça montre des guerres des gangs du futur, quoi. Mais c'est des guerres des gangs de motards, très important. Voilà. Euh, donc, Les motos. voilà, Pour les motos. qui sont en mode no future et on se défonce la tronche et il y a des rivalités entre gangs et ça filme effectivement des squats, des friches industrielles abandonnées, ça se bat dans des rouleaux bétonnés avec une caméra à l'épaule complètement folle qui pivote dans tous les sens. Donc c'est un peu un des films fondateurs du genre qui va permettre justement au même réalisateur, Sogoichi, de faire ensuite le grand manifeste du genre qui est Burst City, qui est vraiment la continuité de ce film-là. En plus, bon, c'est très enragé politiquement. Hein, c'est vraiment
faut y aller, quoi, faut le feu. Et en plus de ça, dans Burst City, il va carrément aller plus loin, où on avait carrément des séquences de concerts, en plus des séquences de Ouais, punk rock. c'est ce que j'allais dire. En fait, on est vraiment au niveau international, on est presque limite déjà dans la période qu'on appelle post-punk. Ouais. Mais le Japon est complètement dans sa période punk, ou même musicalement, en fait, il y a énormément de groupes qui déconstruisent complètement l'idée qu'on se fait de la musique. Et qui, on va dire, contraste énormément avec toute la city pop japonaise dont on va Ah, parler c'est tout à clair. l'heure, dans le sens où ce n'est vraiment pas sur des univers communs. Mais peut-être quand même, enfin, tu dis le grand manifeste du genre, je pense que les gens connaissent surtout Tetsuo aussi. Oui, parce qu'en fait, l'influence de Ishii va être manifeste, mais effectivement, il y a d'autres cinéastes qui vont rapidement arriver, notamment effectivement Shinya Tsukamoto avec Tetsuo, qu'on connaît, nous, surtout en France, mais qui n'était pas vendu au Japon dans les rayons cinéma, hein, Tetsuo. Hein. C'était dans les rayons, justement, musique punk, hein, justement, dans les rayons de CD de punk. Et un autre réalisateur qui est Shozin Fukui, qui lui va faire des films comme Robber's Lover ou 965 Pinocchio aussi, qui sont des films tournés dans des noirs et blancs très Le granuleux. métro. Et voilà, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment hardcore, hein, avec beaucoup de fluides, de viols et de situations un peu crasse-pec, quoi. Ouais, puis C'est c'est pas tout crade en fait. C'est vraiment ouais, l'idée du cyberpunk. Mais alors, quand on dit cyberpunk au Japon, on pense notamment, tu disais les squats, beaucoup aussi aux industries. Donc, ça va être des grands espaces bétonnés avec beaucoup de tuyaux. Et souvent, ce qui est étonnant, c'est qu'à cette époque, dans cette période cyberpunk du Japon, c'est souvent filmé en noir et blanc ou alors dans des couleurs, par exemple, merde, Pinocchio, comment c'est quoi déjà le nom du film? J'oublie à chaque fois. 965 Pinocchio. 965, j'ai un problème avec les, avec les chiffres. C'est vert, quoi. Le film est littéralement Ouais, vert. Et en fait, du coup, c'est quand même une représentation hyper cradingue du cyberpunk, là où au niveau international, c'est quand même beaucoup plus épuré. On n'est pas du tout au niveau international. En fait, nous, dans notre imaginaire, le cyberpunk, il est quand même moins cradingue que ce qu'a fait le punk japonais, qui là est vraiment un niveau assez extrême, en fait, de cinéma. ouais, parce qu'en fait, finalement, la thématique informatique, elle est relativement peu présente dans les films japonais. C'est pas vraiment ça le sujet. Ils n'ont pas vraiment le même rapport au numérique ou au virtuel. C'est plus justement une réaction à l'expansion Au, au corpo, en cataclysmique fait. de la ville, quoi. Enfin, Tokyo a complètement changé à la fin des années 70, début des années 80, et rien qu'à voir le quartier de Shinjuku qui a poussé de manière complètement exponentielle et forte. Il y a une réaction à ça aussi, à ce que devient la ville avant Ouais, c'est tout. ça. Parce que Et ce qu'elle laisse derrière elle aussi. Hein. c'est ça, parce que de base, le genre, au-delà de la spécificité japonaise, ça reste quand même un genre dystopique qui vient se faire, on va dire, mettre des populations contrôlées par des méga corporations et tout, notamment carrément dans Bubblegum Crisis, qu'on verra tout à l'heure. L'antagoniste principal et le seul de la série, c'est une énorme corporation. Et c'est vrai que c'est vraiment cette réaction qu'on a à l'expansion, à ce néo-capitalisme qui vient se poser chez les Japonais à ce moment-là aussi. Et puis, c'est aussi fait en réaction à certains studios de cinéma qui produisaient des Mm. films soit élitistes ou bourgeois. Hein. Je veux dire, la Toho produisait des films où on voyait exclusivement des scientifiques, des reporters, des notables. Hein. C'était pas un cinéma où on descendait dans la rue et où on filmait tous les problèmes de société du Japon ou ce que, effectivement, le néo-capitalisme laissait derrière lui. Hein. On n'allait pas filmer, on n'avait pas filmé les caniveaux et les mecs en train de se shooter dans les squats. Hein. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, le cyberpunk qu'on va nous traiter aujourd'hui, en fait, il est relativement différent de cette jeunesse-là, qui là vient plus peut-être des années 70. Là, on va rentrer dans une vision du cyberpunk qui est beaucoup plus commerciale aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté d'exportation, tu le disais, qui est très calquée aussi sur les films américains. On peut citer Terminator, Robocop, entre autres, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sort un petit peu en fait de cette vision cradingue et vraiment de la misère en fait, hein. Le cyberpunk que nous on va traiter, il correspond en fait beaucoup plus à ce que nous on a en tête, c'est-à-dire au cyberpunk des années 80-90 au niveau international, notamment au niveau des films américains.
Mais quand même, il a une esthétique qui est singulière. Je pense qui est peut-être plus poussée que la plupart des films, notamment américains de cette époque. Je pense Sûr. que mine de rien, le cinéma punk japonais, cyberpunk japonais des années 70, il a quand même influencé ce dont on va parler aujourd'hui par rapport aux esthétiques. Quand je pense notamment enfin, bon, mine de rien, Tetsuo restant le plus connu, si on se rapporte à Tetsuo, il y a quand même la présence de la technologie, il y a quand même des écrans, il y a quand même des câbles de partout. Enfin, ça, c'est quelque chose, c'est une esthétique qu'on va retrouver quand même dans les animés qu'on va traiter aujourd'hui, quoi. Et puis, il y a tout ce truc par rapport à, bon, qui est pas, mais l'altérité du corps aussi, qui est sur les questionnements du rapport à ce qui fait de nous des êtres humains par rapport au transhumanisme, ouais, exactement. Complètement. Ouais, bien sûr. Comment le corps évolue, s'améliore ou au contraire se détériore aussi. C'est ça. Et donc, bon, bah, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par Megazone 23, qui est du coup Je te laisserai rentrer en détail. Moi, Fabien, moi, je vais plutôt faire un résumé simple pour que les gens puissent situer. Mais du coup, on va suivre Shoyagi, qui est un jeune motard et qui découvre que son quotidien et sa réalité, en fait, n'est qu'une simulation contrôlée par une intelligence artificielle nommée Bahamut. Et du coup, en quête de vérité, Shogo va s'engager dans une bataille contre les forces oppressives qui régissent le monde artificiel dans lequel il vit. Et c'est un animé qui va explorer, on va dire, vraiment des thématiques sur les manipulations des masses et de la lutte pour la liberté. On est en 85. Ouais, 85. C'est Tout à fait, tôt ouais. pour ces thématiques-là. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah ouais, c'est Matrix. Simplement, basiquement. On va en parler, ouais. Ouais, c'est une œuvre qui a une production un petit peu compliquée parce qu'à l'origine, ça devait être une série télé qui a eu plusieurs titres comme Omega City 23, Vanity City, ensuite Omega Zone 23. Et en fait, finalement, ils ont décidé de regrouper tous les épisodes qu'ils avaient plus ou moins tournés ou pré-tournés et d'en faire un seul film, en fait, parce que c'est la jonction du partenariat de différentes entités, puisqu'on a Anime International Company qui est dessus, on a Artmic, la société Artmic qui a été fondée par le fameux Toshimichi Suzuki, hein, qui est un nom qui va revenir beaucoup durant nos échanges, et Umex, qui est une, une boîte de disques, en fait, un label de disques. Et donc, le film Megazone 23 a été réalisé par Noboru Ishiguro, qui lui était l'une des éminences grises de Macross, la fameuse Macross, hein, qui est devenue Robotech en Occident. Et ça se voit de suite, hein, parce que le chara-design de, de- le chara-design de Megazone 23 provient directement de Macross. C'est vraiment littéralement le même chara-design. Et c'est vrai que lorsqu'on voit le film, déjà il est ancré dans ce mouvement punk, encore une fois, ce mouvement de motard, puisque bah, le héros va découvrir une arme révolutionnaire qui va l'amener vers un cheminement entre guillemets héroïque. Et cette arme révolutionnaire, c'est une moto qui se transforme en méca blindé d'armes, en fait. Et c'est vrai que ce héros, donc Shogo, va découvrir finalement qu'il est poursuivi par des espèces de proto-agents Smith qui veulent absolument sa moto, donc la fameuse Garland. Et donc il va découvrir au fur et à mesure de ses investigations que la ville dans laquelle il vit, cette espèce de Tokyo des années 80, n'est qu'en fait une espèce de ville qui a été créée par un super ordinateur tout puissant qui vit dans les infrastructures de Megazone 23, qui n'est ni plus ni moins qu'un vaisseau spatial géant en fait. Et qu'en fait, la moto en question, c'est une arme révolutionnaire qui a échappé aux militaires qui sont en train de se préparer pour une sorte de guerre galactique, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est à la fois les mêmes les mêmes thématiques que Macross, mais c'est en même temps l'anti-Macross, c'est-à-dire que les gens vivent dans une forteresse spatiale géante, mais ils ne le savent pas, contrairement à Macross.
Et l'héroïne, donc la petite copine du héros, donc ici qui s'appelle Ui, c'est un écho à Lin Min Mei, qui était une chanteuse qui soutenait les héros de Macross, qui était un peu de la propagande spatiale, hein, Lin Min Mei. Et donc là, Ui, elle veut devenir absolument actrice, quitte à coucher avec n'importe quel producteur pour y arriver. Et quand elle découvre la vérité sur justement sa ville, bah, elle découvre que elle se dit, mais à quoi ça sert ce que je fais maintenant? En fait, ça ne sert plus à rien. Mon rêve ne sert plus à rien. Et toute la ville est régie par une chanteuse qui s'appelle Eve. Et donc, on va se rendre compte que bah, Eve n'est qu'en fait qu'une intelligence artificielle dominante et omnisciente qui endort les masses, en fait. Mais ça, c'est au début. Après, ça va être un petit peu plus. Ce qui est fou quand même, c'est que tu dis, bon, on est en 85, et effectivement, ça fait beaucoup écho à Matrix, notamment ce premier épisode, hein, il y en a 3 du coup, tu parleras des autres après. En fait, cette thématique d'une forme, hein, on n'est pas complètement dans la réalité virtuelle Ouais, comme ouais. on l'a traité après dans les années 90, hein, mais il y a quand même cette illusion en fait d'un monde qui est complètement manipulé par là un ordinateur en l'occurrence. Alors on ne sait pas trop comment, hein, il y a beaucoup de, on en parlera peut-être après, mais il y a des limites en fait dans Megazone 23 sur la compréhension de cet univers, justement parce que peut-être que c'est un peu tôt aussi pour traiter ce genre de sujet, mais c'est assez étonnant dans le sens où c'est quand même alors ça fait aussi écho sur certains aspects à Akira, hein, qui donc c'est 3 ans après le manga d'Akira, mais c'est uniquement un an après, voire peut-être même que c'est plus ou moins la même année, de la publication du livre Nos Romanciens, qui est vraiment le livre qui a inspiré Matrix, hein, qui parle de ces thématiques-là. Donc on sent en fait que c'est vraiment une période où on commence à se poser la question de la réalité virtuelle. Et en tout cas de cette forme évidemment effectivement de monde qui est contrôlé virtuellement. Alors là, l'idée, c'est pas qui sont tous dans des boîtes et plugués à l'ordinateur. Effectivement, il y a un monde au-dessus, il y a un monde en dessous d'eux qui contrôle le monde d'au-dessus. Et c'est là peut-être où moi je vois un peu la limite en fait de Megazone 23, c'est que comment ils arrivent à définir la frontière de ce monde-là en fait virtuel contrôlé. Il y a quelque chose qui n'est pas abordé, c'est normal, parce que justement c'est tôt en fait dans l'histoire de ces thématiques-là, et c'est pour ça que je trouve ça assez fou quand même, Megazone 23. Tu te dis waouh, en 85, il y a quand même encore très peu de films, la littérature le fait, mais il y a encore très peu de films qui abordent cette thématique. Ouais, on est sur un proto Dark City, justement, avec cette idée d'une ville géante concrète qui est, euh, qui est gérée par d'autres entités dans les tréfonds de la ville. Et il y a déjà aussi une autre idée par rapport à Matrix, c'est que on fait vivre les gens dans une époque donnée. Là, c'est les années 80, Matrix, c'est les années 90, mais on te dit qu'en fait, l'histoire se passe bien longtemps après, mais qu'on a recréé une époque perdue depuis longtemps, en fait. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que je me disais, il y a quelque chose qui m'avait un peu marqué dès le premier épisode, c'est le fait que tu parles d'époques recréées, et c'est le fait qu'il y ait des téléphones filaires partout. Ça m'a marqué dès le début en me disant, mais pourtant, dans ce que j'ai vu d'autres, ils arrivent quand même à se projeter dans des technologies en retirant toutes les technologies qu'on avait à l'époque. Et là, tout de suite, tu vois, ben, pourtant, téléphone filaire et autre appareil. Oui, et du coup, c'est alors le fait en fait, ça fait écho un peu à à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée de projeter le Japon dans les années 80, ils le disent d'ailleurs dans le film. Alors je crois, il me semble que c'est dans le 3 qu'ils le disent, mais ils disent en gros pourquoi les années 80? Parce que, alors je sais plus exactement la phrase, mais en gros parce que c'est la période vraiment idéale pour le Japon, c'est la période là où on était le plus en paix. Et en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a toute une réflexion aussi autour de ça, donc de cette décennie dans laquelle ils sont bloqués, sur le fait qu'en fait, les années 80, ça représente effectivement une forme de bonheur, mais en même temps, on pose du coup la question de est-ce que c'est pas un bonheur illusoire? On les voit en fait hein, dans le premier épisode de Megazone 23, tu le disais,
franchement, Laï, c'est une chanteuse de pop, quoi. Enfin, la meuf qui contrôle le monde, Ouais, c'est une pop star. Enfin, il y a vraiment ce côté hyper pop, en fait, dont on n'a pas encore trop parlé, mais on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus. Ce côté enfin 80s en fait, hein, le côté pop, la musique, on boit des cocktails, on s'habille de toutes les couleurs, c'est les loisirs quoi. Il y a vraiment, tout le monde vit le loisir à foison, les meufs qui sont dans cet animé, elles ont toutes des rêves un peu, plus ou moins inatteignables, mais en même temps tu sens qu'elles peuvent y arriver. Enfin, il y a vraiment ce côté, illusoire. Enfin, en fait, l'animé nous pose vraiment la question de: est-ce que, cette époque rêvée, elle l'est vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière? Est-ce que le capitalisme, est-ce que ce système politique-là, est-ce que c'est vraiment idéal ou pas? En tout cas, il y a aussi la question, enfin, l'entité en elle-même de l'intelligence artificielle, donc Eve, cette fameuse pop star là, elle est pas néfaste non, non. totalement, dans le sens où en fait, il y a une vraie réflexion aussi qui peut y avoir aussi plus ou moins dans Matrix, mais beaucoup moins, hein, sur le fait d'avoir le choix. Et en fait, tu te rends compte que il y a vraiment cette idée que vivre dans cette illusion, c'est peut-être aussi bénéfique pour les humains, dans le sens où ils sont heureux. Du coup, est-ce que c'est pas mieux d'être heureux et manipulé, ou est-ce que c'est mieux d'être malheureux mais libre? Enfin, il y a vraiment une question en fait qui fait écho à d'autres productions, hein, de cyberpunk, des années qui vont venir, qui me semble être assez, et puis qui fait écho aussi à toute une littérature, hein, de science-fiction depuis les années 50. Hein. C'est pas non plus eux qui ont tout inventé, mais en tout cas, voilà, il y a cette question du choix, du non-choix, du coup, mais aussi de se dire est-ce que finalement c'est pas mieux? On n'a pas la réponse, hein, mais c'est la question qu'on nous pose. Ouais, parce que ça interroge aussi, quel type d'individu, quel type d'adulte le Japon génère Mmh. depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à quel niveau l'injonction au bonheur devient, intrusive dans cette société, tu vois? Il y a ces questions-là aussi. Il y a une société où tout n'est que, publicité, néon, Ouais, surconsommation et tout ça, bien sûr. Ouais. surconsommation et c'est intéressant l'intelligence artificielle chanteuse parce que ça anticipe de presque 30 ans avant la fameuse, Hatsune Miku, hein, Bien qui est sûr, cette ouais, chanteuse carrément. numérique, ils avaient déjà pensé à ça à l'époque. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Megazone 23 ou est-ce qu'on ouais. Bah, peut-être, donc il y en a d'autres quand même. Fabien, peut-être que tu peux les présenter, donc il y en a 2 autres. Pour moi, ils sont pas, tous, égaux. Ne serait-ce que, enfin, tu pourras peut-être, toucher un mot là-dessus. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas dit un truc sur les OVA qui est vachement intéressant aussi, c'est qu'en fait, ils évoluent en fonction des gens qui bossent dessus, parce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui travaillent dessus. Du coup, ça ouvre en fait tout un univers, de possibles au niveau de la création, un peu comme, je sais pas, l'exemple le plus commun qu'on peut avoir sur des sagas, c'est Alien, où chaque réalisateur va vraiment y mettre sa patte. C'est quelque chose qu'en fait, on fait plus beaucoup et que je trouve très intéressant, l'idée qu'en fait, chaque réal va apporter sa patte, son esthétique, un univers, mais du coup, pour moi, dans Megazone 23, il y a il y a quelque chose, enfin, qui me plaît moins dans le deuxième notamment, même dans le troisième. Enfin, j'ai tendance à préférer le premier aussi parce que justement, il y a une esthétique, pop qui me plaît beaucoup, et on sent qu'après on quitte un peu cette esthétique-là pour aller justement vers quelque chose qui fait plus écho, Fabien, à ce que tu disais tout à l'heure sur, les gangs de punk en fait, justement, qui sont présents dans le 2. Et je trouve ça intéressant. En même temps, je trouve que le 2 est pas formidable, mais je trouve ça intéressant parce que c'est une esthétique qui est un peu plus sombre, qui est certainement beaucoup plus mature. On quitte vraiment l'illusion, en fait. Là, on rentre dans le dur. La bataille, bon, c'est débile, hein, c'est une, c'est une bande de punk, mais vraiment à moto, complètement bariolée. Enfin, tu sais, c'est les punks, mais c'est pas les punks en noir, hein, c'est le post-punk, en mode ils sont à moitié entre des costumes avec plein de couleurs, des crêtes d'Iroquois et tout. Enfin, c'est un peu nimp. Ils sont quand même, il y a quand même ce rapport-là. Ils évoluent dans un squat au début du film. Il y a quand même du coup ce rapport peut-être à un cyberpunk qui là serait plus proche du cinéma dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui, Megazone 23, 2e partie, renoue complètement avec ce qu'on pouvait voir chez Sogo Ishii, hein, c'est-à-dire, avec les mecs qui roulent l'air à mort quand ils parlent, c'est-à-dire qu'en plus le héros perd son mecha, à la fin de la première partie, donc du coup, il lui reste que sa moto
Et comme tout héros qui commence à prendre conscience de son importance, hein, c'est le cheminement du héros, il forme lui-même son gang de motards anarchistes et révolutionnaires. C'est vrai que, comme l'a dit Camille, euh, la série Megazone 23, enfin les OVA de Megazone 23, parce que c'est vrai que c'est des OVA, euh, c'est une sorte de cadavre exquis graphique et artistique, quoi, où chacun arrive et fait ce qu'il veut en termes de design. Et c'est vrai que celui du 2 est complètement différent. Il est presque. Au point où tu les reconnais pas, quoi. Les Ouais, personnages ouais, voilà. principaux, tu es en mode, tu sais, tu les connais donc dans le premier, et tu arrives dans le 2 et tu fais, mais attends, c'est qui? Et vraiment, tu les reconnais pas au début, t'es paumé. On les reconnaît pas. Genre, Yui, elle avait les cheveux verts longs dans le premier, et là, d'un coup, elle est coupée à la garçonne, cheveux courts, quoi, comme dans les années 80, quoi. Et Oui. du coup, voilà, c'est assez perturbant. La seule chose qui perdure par rapport à Yui, c'est que bon, bah, il y a des scènes de sexe avec elle. Voilà, petit point scène de cul. Mais le 2 est intéressant parce qu'effectivement, on va vers quelque chose de beaucoup plus violent. Il y a carrément des scènes où on voit un équipage de vaisseau spatial qui se fait défoncer par des câbles qui les explosent de part en part, chose qu'on ne voyait pas du tout dans le premier. Donc on va vers cette esthétique cyber beaucoup plus agressive, beaucoup plus, beaucoup plus violente, donc qui mène fondamentalement à un soulèvement des héros, mais on apprend aussi toute la complexité de l'intelligence artificielle de Eve. Elle n'est pas tout seul. Il y a une autre intelligence artificielle qui est Adam, qui est encore plus au-dessus et encore plus puissante qu'elle. Mais Megazone 23, deuxième partie, partout, marque la fin d'un récit. Alors que Megazone 23, troisième partie, ça va être encore autre chose. Ça va se passer bien après. Celui-là a été réalisé par Shinji Aramaki, donc très grand réalisateur, mecha designer, qui fera plus tard les films Apple Seed et Pat Labor Albator en Mm. 3D. Là, c'est encore autre chose. Là, on va carrément sur la thématique du hacking. Mais on renoue un peu avec le premier sur Ouais. la dimension pop et loisir aussi. Où, alors moi, c'est une thématique que j'adore dans les années 80, où en fait, au début du 3, tu vois. Alors là, on a même plus les mêmes persos, on est vraiment, c'est le futur en fait, on est encore dans une autre ère. Et en fait, tu vois celui qui sera le perso principal qui joue en fait à des jeux immersifs, enfin, de VR en fait, dans une moto. Mais une moto, c'est vraiment, tu sais, c'est des jeux d'arcade, quoi. Mais du coup, il est propulsé un peu comme dans Tron, dans un univers de guerre, mais c'est du jeu. Et du coup, enfin, on renoue un peu avec le côté 80s de la première partie. Moi, du coup, esthétiquement, le 3, je l'aime beaucoup. Il me parle pas mal. Je trouve que scénaristiquement, il part un petit peu dans tous les sens, mais il reste intéressant, et notamment parce que, enfin, on va peut-être pas non plus tout spoiler, mais il pose un peu plus la question du rapport avec l'environnement, dans le sens où ce qui se passe, c'est que du coup, dans le futur, ils sont plus dans un vaisseau spatial, mais ils ont réatterri sur Terre, en gros. Et l'ordinateur a reconstitué, encore une fois, mais là, cette fois-ci sur Terre, un monde cloisonné, virtuel. Donc, on est exactement dans la même thématique que le premier, en fait, sauf qu'autour, il y a la nature. Et donc, en fait, son argument principal, c'est que les hommes détruisent leur environnement et que du coup, c'est une manière de les contrôler. Et ça, j'ai trouvé, alors c'est un peu gros, hein, on va pas se mentir, le 3, il y va un peu avec ses gros sabots, je trouve. Mais bon, pour cette époque, je trouve quand même que c'est relativement intéressant comme thématique, encore une fois, parce que pour moi, c'est des choses qui ont été plus abordées dans la littérature de science-fiction que dans le Oui, cinéma. c'est vrai. Et du coup, là, on nous offre en fait une proposition qui est relativement intéressante sur la thématique, et esthétiquement, je trouve que le 3, il est vraiment franchement pas dégueu en plus. Non, 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 il n'y a rien à dire. En plus, il y a Aramaki derrière, donc forcément, le spectacle, il est là, quoi. C'est le plus long des trois. Je pense que c'était même en deux parties. Le 3, il est en deux parties, oui, c'est ça. Mm. Et non, 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 moi, je trouvais qu'on renouait en plus avec des thématiques presque un peu des thématiques de Ballard, par exemple, effectivement, sur la cohabitation avec la nature, ce genre de choses. Et on trouve aussi cette idée à chaque fois du relancement du cycle héroïque qui se produit plusieurs générations après. Est-ce que finalement les travaux du héros d'avant ont été finalement si bénéfiques que ça?
Ça me fait penser à un truc, c'est que quand même, le héros d'avant, tu sens, c'est plus ou moins, ça ressemble à une réincarnation du héros d'avant. Enfin, et je tiens quand même à dire qu'ils ont des motos rouges et ils ont souvent, alors à cette époque-là, ils ont souvent des mèches et des imperméables rouges. Ça, enfin des Et imperméables, pardon, des petits blousons oui, rouges. et des blousons rouges troués. Il sort les troués Ouais, sur le côté. Attention. c'est très important. Ouais, non, je sais pas, toi, Karl, tu as vu le premier du coup? Ouais, j'ai eu le temps de voir que le premier, mais oui, oui, moi c'est comme disait Fabien, c'est vraiment le côté œuvre un peu, on va dire pionnière, un petit peu, qui vient gratter tous ces genres de sujets qui n'ont jamais été encore abordés euh, à cette époque-là, dans ces genres d'animation, et comme tu disais bien Camille, sur tout ce qui est art visuel qui n'ont pas été abordés encore aujourd'hui et qui sortent plus des purs romans de SF de l'époque, quoi. Bah, aujourd'hui, ça sera plus abordé, mais pas avec forcément cette Non. esthétique-là, du coup. Et puis au final aussi, il y a un côté un peu naïf qui, moi, me plaît dans cette science-fiction-là. On l'a plus ou moins dit, mais on en reparlera après. Mais en fait, il faut comprendre que la science-fiction entre les années 80 et 90, de manière générale, à l'international, elle vit une forme de d'archisation. Elle se noircit de ouf en fait. Et du coup, dans les années 80, il y a encore un peu ce truc. Alors, c'est pas les années 70, hein, c'est pas non plus Star Trek et Buck Rogers, les petits robots sympas qui rigolent et qui te servent le café, hein. On n'est pas dans du psychédélisme et dans de la naïveté totale. Mais il y a quand même ce côté qui, moi, me plaît. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins aimé le 2, parce que je le trouve plus dur aussi. Mais du coup, il me sort un peu de l'univers en fait de Megazone 23. Ce que j'apprécie vraiment, c'est ce côté. Un peu naïf en fait, c'est tous des gamins déjà, hein, c'est tous des adolescents, hein, qui combattent en fait, qui combattent quelque chose qui est plus gros qu'eux. Du coup, il y a un truc qui est complètement, on va pas se mentir, c'est en termes, enfin ça n'a pas de sens, tu vois? Tu es en En mode termes d'enjeu, ça, oui, ça a pas de sens. mais non, ça a pas de sens, mais tu es en mode, bah, du coup, ça reste entre guillemets «mignon». Il y a un peu ce côté qui, moi, me plaît justement dans ces animés des années 80, parce que c'est du cyberpunk qui reste encore en fait, un cyberpunk où il y a de l'espoir. Là où dans les années 90, clairement, et on en parlera après avec un autre exemple qui est notamment Cyber City et Oedo 808, on rentre dans un univers où il y a beaucoup moins d'espoir, hein, notamment parce qu'il y a eu cette crise financière au Japon, enfin tout ça est corrélé. Mais là, on a encore cette vision un peu naïve de attendez, on peut, on, on peut très bien s'amuser et chanter de la musique pop tout en fightant la fin du monde, en fait. C'est possible. Parce que moi, j'ai cette scène en tête du personnage de Shogo, là, qui, du coup, au moment où il découvre du fait l'ordinateur, et que tu as ce personnage, alors j'ai plus le nom, d'une espèce de pseudo-militaire, qui dit bon, bah voilà, c'est une simulation, à toi de jouer. Oui, il dit ah ouais, Ah ouais. à toi de jouer, il faut sauver le monde, c'est parti. Il a une petite crise existentielle, mais ça dure 5 minutes, quoi. Tu le vois en chaussettes à un moment donné dans l'appartement de ses copines, là, et il est là, tu sais, il a l'air un peu bougon, il est pas très content parce que, bah, quand même, Le réel n'existe pas. le monde dans lequel je vis n'existe pas. Mais ça lui passe, hein. Ça lui passe, faudrait pas non plus que ce soit trop compliqué, quoi. Non, mais il faut vraiment revoir le film Macross, donc Macross Do You Remember Love, où le gros climax du film, c'est une immense guerre spatiale entre les terriens et les extraterrestres. Mais le plus important, c'est qu'on voit l'héroïne, Lin May, qui est à l'avant-poste du vaisseau et qui chante une méga chanson pop alors qu'il y a les lasers autour d'elle. Tu vois, voilà, faut mourir pour le Japon, mais mourir en chanson, tu vois. Ça avait une très bonne transition. Je sais pas si vous Oui, avez d'autres trucs à dire, mourir mais en du coup, chanson, avec, si, c'est ouais. parfait. On peut mourir en chanson avec l'animé suivant, du coup, Bubblegum Crisis, qui est un animé qui est du coup composé de 8 OVA, où du coup on va suivre les Night Saber, qui sont un groupe composé de plusieurs personnages féminins, du coup de Pris, Cilia, Lina et Néné, qui s'opposent à la corporation Genome. Et alors, terrible robot, les boomers. Ouais. Les boomers. Les boomers. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils ont toujours été là.
C'est toujours le boomer de quelqu'un, Toujours. le boomer d'une autre génération d'avant toi. Et ouais. Donc l'action se déroule à Tokyo, tout en posant du coup cette méga corporation qui est Genome, et ainsi que on va parler du coup d'intelligence artificielle, de rapport au corps humain, et du coup de plein de boomers de type C, de super boomers et d'ultra boomers. Voilà. Alors, Bubblegum Crisis, ça se déroule entre 87 et 91. Et peut-être, alors, est-ce que tu veux pas rappeler déjà un petit peu, parce que je me dis que c'est intéressant que je raconte un peu Bubblegum Crisis, mais si on a le contexte de son studio, parce qu'en fait, Ouais. Artmic, ça a quand même, en fait, si vous voulez, pour résumer, mais du coup, Karl, tu vas en parler mieux que moi. Bubblegum Crisis, ça a lieu donc entre 87 et 91, donc il y a 8 épisodes, mais il faut savoir qu'à priori, à la base, il devait y avoir 13 épisodes. Et en fait, ça se passe ça c'est vraiment marqué par le contexte de crise économique au Japon et par le contexte de crise de son propre studio, en vrai. Et du coup, c'est compliqué d'aborder Bubblegum Crisis sans aborder cette crise-là, en vérité. Parce que du coup, vous allez voir, notamment le dernier épisode est tellement pété à cause de tout ça. Alors, du coup, ce que Camille aborde avec ce dernier épisode totalement pété, c'est un conflit entre Artmic et Umek. Du coup, Artmic, du coup, on rappelle que c'est la société qui a produit du coup Bubblegum, qui a créé du coup Bubblegum Crisis, et du coup, vous voulez créer aussi autre chose, Bubblegum Crash, si je dis pas de bêtises, c'est Bubblegum Crash. C'est la suite. Ouais, en collaboration avec AAC, du coup une série de suites basée sur la fin originale prévue pour Bubblegum Crisis, mais réalisée par leurs propres moyens, du coup. Ils ont voulu réaliser par leurs propres moyens, sans l'application du partenaire de base Umex, ce qui conduit Umex à poursuivre en justice Artmic. Du coup, après la production des 3 épisodes ce qui laisse la franchise de Bubblegum Crisis dans une situation un peu, un espèce de flou juridique jusqu'à la fin des années 90, et ce qui va entraîner aussi la faillite du studio Artmic, du coup, parce qu'il a enchaîné des paiements de dettes et Ouais. qui ont été du coup transmis à ici AIC. que j'ai commencé, que j'ai cité tout à l'heure. Et du coup, qui en a assumé la responsabilité. Du coup, ici a obtenu la majeure partie des droits de propriété intellectuelle qu'avait Artmic Studio. Tandis que Umex a été intégré à un nouveau studio, du coup, Toshiba Emi. Et du coup, pendant cette période, Suzuki Toshimitsu, qui était un des créateurs, qui est le fondateur du studio, Toshimichi. c'était en fait Comment tu dis? Toshimichi. 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 Toshimichi Suzuki. D'accord. Toshimichi Suzuki, ouais. D'accord, bah Toshimichi, excusez-moi. Et puis du coup, lui, c'était un peu esquivé en Tsum Tsum, et qui avait commencé à vendre un peu illicitement les actifs de l'entreprise pendant la production de Crash, en fait. Et donc, le président disparu, et il est un peu réapparu du coup dans les bureaux d'AIC pour demander, on va dire, ses droits. Et ici a refusé de lui donner l'argent, donc il est venu avec des yakuza en fait pour réclamer son dû, parce que voilà, il veut se donner les moyens d'accomplir ses objectifs. Du coup, les yakuza qui ont débarqué dans les locaux d'Aici et qui ont dû du coup appeler la police. Et du coup, les yakuza ont été arrêtés, mais pas, le monsieur qui du coup avait qui s'est échappé, et qui n'était pas arrêté jusqu'à quelques temps, du coup septembre 2020. Septembre 2020, où il a refait surface parce que c'est son fils Toshimitsu. Il a pas été arrêté, enfin, il est réapparu, en fait, Oui. il a carrément disparu de Oui, la circulation pendant presque 20 ans. C'est ça, pendant Parce presque 20 qu'il avait trop peur, en fait, d'être poursuivi par rapport à ses actions illicites. Il a engagé des yakuza pour menacer les gens. Enfin, oui, il s'est planqué. Et du coup, c'est son fils qui a alimenté un compte Twitter dans le but principal de répondre aux questions sur son père, parce que son papa était décédé du coup à ce moment-là. Voilà. Non seulement il vendait les actifs de la boîte, mais il vendait aussi carrément les cellulos créés par les animateurs. J'ai lu ça dans un excellent article. Mais sachez qu'il a eu une belle vie parce qu'il était peintre et il s'en est bien sorti et il allait bien.
Voilà, on est très content pour lui. En tout cas, on lui doit quand même des Bah jolis oui, bah oui. chefs-d'œuvre, donc on le remercie. On parlera d'autres animés aussi. Megazone 23, Fabien, Oui, oui. on l'a pas dit, mais c'est lié aussi. Oui, c'est lui, hein, déjà. Oui, hein. Enfin, tu l'as dit, peut-être, je me rappelle Oui, oui, pas. oui, oui, Ouais. c'est Après, partiellement lui, hein, déjà. on va parler aussi du coup d'Adepolis qui se passe en fait dans l'univers de Bubblegum Crisis. Et peut-être j'aborderai vite fait aussi Genociber, tu en as parlé tout à l'heure, qui est un animé relativement connu pour des raisons plus ou moins valables. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un studio à qui on doit, et donc notamment à ce monsieur-là en particulier, hein, on leur doit beaucoup. Il n'a pas duré longtemps, ce studio-là, mais il a eu produit des œuvres majeures pour le cyberpunk. Alors du coup, Bubblegum Crisis, c'est quand même un animé intéressant justement parce que du coup, il arrive dans un contexte de crise à la fois du studio, mais qui est aussi lié, en fait, cette crise du studio est aussi liée à la crise économique. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la production de Bubblegum Crisis, qui est le dernier épisode a lieu en 91, on entre vraiment, enfin le boom financier, le crash pardon financier a lieu en 90. Et en fait, du coup, bon, le studio s'endette, mais en plus de ça, il a de plus en plus de mal à exporter. Il a perdu des marchés au niveau international et effectivement, du coup, la série, l'OVA, pardon, l'OVA, oui, en pâtit, quoi. Ils ont, ils ont aussi eu des choix financiers qui étaient plus ou moins dangereux, dans le sens où le premier épisode de Bubblegum Crisis, ils l'ont soldé de ouf, en fait. On en Oui, parlait tout à l'heure, mais les OVA, à l'époque, c'était très, très cher. Mm. Et en fait, ils ont tout tablé sur le fait que donc ils l'ont soldé vraiment fort pour pouvoir à côté fidéliser en fait tout un public et leur vendre des CD, des albums. Il y avait, j'en parlerai un petit peu après de la musique, mais il y avait vraiment un album qui sortait par OVA. Mais voilà, leur micmac financier a pas très bien fonctionné et en fait Bubblegum Crisis signe vraiment la fin du studio Artmix, quoi. Et d'ailleurs, tu parlais du premier épisode qui, je trouve, est quand même un des. C'est pas un des meilleurs, mais c'est enfin, il est dans un excellent écran, je trouve, l'anime. Enfin, l'animé sort avec un excellent écran avec ce premier épisode, notamment cette première musique là qui est Hurricane, c'est ça le premier titre. Hurricane, Exactement. loving you, loving you. Konwa wa Harikon. Ouais. Bah, je vais en parler un petit peu après de la musique. Non, mais en termes d'animation, Bubblegum Crisis, c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, je trouve que ça se regarde encore plus que bien. On n'a pas trop dit ça non plus, mais à l'époque, on n'est quand même pas du tout sur les mêmes techniques d'animation. On a très peu d'images en fait par seconde. Du coup, on est dans quelque chose de relativement lent, mais en fait, il y a des manières aussi d'accompagner cette plus ou moins lenteur en fait. Et là, il y a des cuts, il y a plein de manières en fait de faire en sorte que l'action soit visuellement attractive et fluide. Et je trouve que Bubblegum Crisis y arrive très bien. Au-delà de ça, l'esthétique, elle est ouf. Bah, on est vraiment justement là encore, mais c'est encore plus poussé que dans Megazone 23, dans une esthétique très très pop, où tu parlais des Night Cybers. Bah, la principale, l'héroïne, on va dire, Pris, elle fait de la moto, hein, bien sûr, hein, évidemment, et elle est chanteuse pop, quoi. Pris, elle fait de la moto, elle est chanteuse pop, elle a un énorme problème caractériel à gérer parce qu'elle veut taper absolument tous les gens qu'elle croise. Et je trouve que les Night Saber, tu le mentionnais, il y a un vrai. Enfin, moi je trouve déjà dans Bubblegum Crisis, il y a un vrai pot pourri de pop culture qui vient se greffer à ça. Notamment le Night Saber, tout de suite j'ai pensé à Cat Size en fait. Il y a Ouais. un vrai truc. Bah, on va en parler un petit peu après aussi des références qui sont faites notamment au cinéma américain. Fabien, tu parleras notamment d'un film qui n'a pas marché ailleurs, mais qui a très bien marché au Japon. Mais du coup, pour revenir un peu sur plus largement les thématiques qui sont abordées, elles sont là aussi en fait très très imprégnées du climat ambiant du Japon des années 80. Et en fait, alors on ne nous le dit pas dans la série, mais le Japon de Bubblegum Crisis, il est présenté comme étant annexé par les Américains encore. C'est-à-dire qu'on est dans un futur où les Américains sont encore présents. Alors, c'est pas dit tel quel,
mais en fait, c'est abordé dans sa genèse. Et du coup, ça explique aussi pourquoi ça s'appelle la crise du chewing-gum, en référence aux ricains. C'est aussi pour ça que tout le monde a des noms américains. On parlait de Pris, bon, Néné, peut-être pas, mais en tout cas, il y a quand même l'idée qu'ils n'ont pas des noms japonais, quoi. Et il y a des références, effectivement, à des productions internationales. Pour des raisons, en fait, qui sont à la fois, bon, certes, des hommages, des inspirations, mais aussi parce qu'il faut comprendre que la série, elle a été tout de suite pensée comme étant vouée à être exportée. Et il fallait absolument séduire notamment les Américains. Et on sent en fait qu'ils se sont basés sur le succès de Macross à l'étranger, Fabien en parlait tout à l'heure, pour faire Bubblegum Crisis. C'est une œuvre qui est ouvertement influencée par Blade Runner. Donc on l'a, en fait, l'idée des boomers de la multinationale Genome, qui est une compagnie vorace qui a la main mise en fait sur tout l'armement, mais qui contrôle en fait la ville par cybersurveillance. Ça fait écho évidemment à Blade Runner. Il y a un des méchants, il y a un des principaux méchants qui s'appelle, j'ai bouffé son nom, je l'ai noté, j'ai oublié. Non, bref, je l'ai bouffé, désolé. Super boomer. Ouais. Largo, qui est clairement lié, qui en fait ressemble, à l'antagoniste de Blade Runner aussi. Il y a quand même aussi des références assez claires à Robocop, à Alien. On voit même des noms de parking, des noms de places, des noms de, en fait, qui sont liés au cinéma américain. C'est des détails. C'est un animé qui est plein de petits détails intéressants à regarder. Et clairement, c'est aussi inspiré de Street of Fire, qui est un film qui n'a pas marché aux USA, mais qui a une belle presse au Japon et qui a influencé tous ces animés japonais dont on parle. Donc Fabien, peut-être que tu peux en parler mieux que moi, parce que je ne l'ai pas vu. Ouais, Street of Fire, donc les rues de feu de Walter Hill, qui est un film de 1984, qui devait être le premier opus d'une trilogie, mais qui en fait, le film s'est planté. En fait, c'est un film un peu rétro-futuriste qui se passe dans une ville imaginaire qui est entre les années 50 et les années 80. Et donc, on a Diane Lane qui joue le rôle de Helen Haig, qui est une chanteuse ultra populaire dans cette ville. Et elle se fait kidnapper par Raven, qui est joué par Willem Dafoe, qui est le chef d'un gang de bikers. Voilà. Il est très stylé, William Dafoe en motard. J'ai vu les images, Ouais. je me suis dit, waouh, pourquoi ce film n'a-t-il pas fonctionné aux États-Unis alors qu'il y a William Dafoe en motard, quoi? Bah, ouais, c'est vrai, c'est le mystère. Et en fait, donc, elle se fait kidnapper, et donc on a Michael Paré qui arrive dans cette ville. Il joue une espèce de jeune vieux briscard, comme ça, avec son fusil à pompe, comme ça, il arrive. Et donc, il doit aller sauver la chanteuse. Mais ça, c'est que le début de l'histoire. Et effectivement, la scène d'ouverture de Bubblegum Crisis, du premier épisode, où on voit donc le concert de Pris, est directement inspiré de la scène d'ouverture de Street of Fire, où justement Diane Lane arrive sur scène, elle chante et tout devant ce public en délire. Mais ça va même jusqu'au costume, c'est un costume moitié noir, moitié rouge, un peu échancré. C'est repris de Street of Fire. D'ailleurs, un des tout premiers plans de Megazone 23, on voit l'affiche de Street of Fire. Et tout à l'heure, je voulais parler des musiques, mais du coup, le thème, un des thèmes principaux, alors attendez, je prends, parce que je me rappelle pas quand même dans quel épisode, tout ça. Mais alors, un des thèmes principaux qui est Victory, donc dans l'épisode 3, c'est pompé 100% sur le thème de Street of Fire. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on peut se demander si le design, le look de Michael Paré n'a pas inspiré le design de Léon S. Kennedy dans les Resident Evil, parce que c'est assez troublant. Et donc, oui, voilà, il y a cette idée de ville comme ça, entre passé et futur, avec des néons partout, des bikers, et une notion de la loi qui est un petit peu floue, hein. Mais bon, Pris, elle s'appelle Pris parce que ça vient de Blade Runner, hein, du personnage de Daryl Bien Hannah. sûr, Voilà, bien sûr. d'ailleurs, elle a les yeux rouges, Pris, comme les réplicants de Blade Runner. D'ailleurs, son groupe, c'est Pris and the Replicants. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des refs assez peu subtils à Blade Runner. Mais il faut savoir que cette mode des femmes guerrières, elle n'était pas du tout, comment dire, elle n'était pas du tout
surprenante à l'époque, puisque on avait eu tout un développement de personnages, de groupes de personnages féminins dans les mangas, les animés. Bon, on parlera tout à l'heure de Dirty Pair notamment, mais il faut savoir que dans le Super Sentai notamment, donc les séries type Bioman, généralement c'était des équipes constituées de 4 garçons et d'une fille. Et c'est à partir de Bioman, donc en 84, qu'on va avoir une équipe avec 2 femmes. Et Et donc, c'est ça, il faut pas forcément non plus prendre ça pour un voilà. acte féministe engagé, en fait. Parce que Non, non. vraiment, à l'époque, en fait, et le producteur d'ailleurs l'a dit hein, dans une interview aux États-Unis, quand on lui demande pourquoi des meufs, il dit bah, parce que ça marchait bien, en fait. Et donc, il faut vraiment savoir que. Alors, c'est un geste, en fait, c'est une façon de se calquer sur des productions qui ont déjà marqué. Il faut vraiment pas voir ça comme un acte progressiste, mais il y a quand même quelque chose, et on pourrait en parler, qui dans Bubblegum Crisis est bien représenté, dans le sens où les personnages sont pas non plus ultra sexualisés tout du long. Ça reste, il y a pas enfin, il y a très peu de sexe, il y a un peu des romances et tout, mais il y a très peu de sexe explicite. Ça reste quand même un animé qui va pas over-sexualiser ses personnages féminins. Même leurs costumes, en fait, sont relativement intéressants. Là où on va parler de Dirty Pair tout à l'heure, Dirty Pair, donc c'est Dan et Danny en français. C'est un animé qui passait donc en France dans les années 80. Elles sont beaucoup plus dénudées. Enfin, il y a vraiment cette idée aussi dans les années 80-90 que les meufs qui fightent le mal, elles peuvent être à moitié à Walp. Bon, c'est ça, voilà. Non, là, elles ont quand même des mécas armures quand même bien designées, certes moulantes, mais relativement bien, enfin, quand même efficaces, quoi. Alors, elles sont en talons qui sont en fait des talons BDSM de base, je tiens à le dire. Ces espèces de talons hyper pointus où en fait tu poses pas du tout la plante de ton pied. C'est des designs BDSM des années 60-70 à la base. Mais quand même, globalement, elles sont donc très féminines dans le sens, on peut, dans le sens qu'on a en tête quand on pense aux années 80, mais c'est pas quelque chose qui est si important dans le récit, ce qui est relativement agréable, excepté, on pourra en reparler après, mais dans le dernier épisode où malheureusement elles sont grossophobes entre elles, elles sont tout ce que Body tu ne veux shaming. pas voir dans cet animé-là, et elles sont vraiment justement reléguées à leurs conditions de femmes un petit peu superficielles et neuneux, comme on pourra en parler après dans Dirty Pair, c'est un petit peu ça aussi, même carrément en fait. Bon, c'est un petit peu dommage, mais globalement, si on oublie cet épisode-là, qu'on peut oublier, j'en reparlerai après du fait qu'on peut l'oublier, mais on peut carrément l'oublier, on reste quand même sur je trouve, une façon de percevoir ces personnages féminins forts qui sont en même temps relativement subtils. Alors, ce qui est quand même compliqué à aborder au début de Bubblegum Crisis, c'est que c'est des personnages qui ont très peu de background, c'est-à-dire qu'on va très très peu aborder leur récit personnel. On va pas tellement parler de... alors on voit hein, plus ou moins ce qu'elles font à côté. Il y en a une qui travaille dans un magasin de lingerie, il y en a une qui fait du... mince, comment... L'aérobic. de l'aérobic, L'aérobic. merci. Il y en a une qui est flic, il y en a une qui est chanteuse. Bon, mais globalement, ça va pas tellement plus loin dans leur récit. Ça apparaît de temps en temps, effectivement, dans la série où il y a plus ou moins des personnages qui sont en lien avec des ennemis, enfin, on le voit quoi. Mais ça va pas tellement plus loin. Il faut comprendre qu'en fait, c'était faute de temps sur les animés. Ça, le producteur l'a aussi expliqué, et qu'en fait, le choix a été fait de beaucoup plus aborder le background de ces personnages principaux dans les produits dérivés. Notamment dans les albums de musique en fait, qui ont été vendus à côté, où là on parlait un petit peu plus de ces persos. Du coup, c'est vrai qu'au tout début, c'est un petit peu, quand on entre dans la série, je trouve que c'est un petit peu déconcertant parce que effectivement, tout va très très vite en fait, et on a un gang de meufs qu'on connaît pas vraiment. Il faut arriver au début à les différencier entre elles, et c'est pas très facile, mais on s'y fait largement quoi. Hein. C'est Bah parce ça, que c'est des formats assez courts au final. Hein. c'est le propre de l'OVA où il faut d'abord faire accepter le concept, d'abord avec l'action, les personnages, le chara design, et ensuite on développe. D'ailleurs, Bubblegum Crisis a été fait dans la continuité d'une autre série d'OVA qui s'appelait Gale Force et qui était produit aussi par Artmic, où c'était déjà une équipe de femmes guerrières aussi. Peut-être sur les thématiques qui sont largement abordées dans Bubblegum Crisis, on a effectivement des liens notamment hein, avec Megazone 23, mais là, donc Cyberpunk, hein, cette idée
de justicière mais là on est vraiment sur un autre mode, c'est-à-dire qu'on rejoint finalement un petit peu le cinéma des années 80 aux États-Unis. On va vraiment s'intéresser aux forces de police, qui est une thématique très récurrente dans le cinéma de cette époque. Des forces de police qui, là, sur le coup, sont un petit peu dépassées et relativement peu efficaces contre les boomers, et du coup, qui vont effectivement être secondées par ces justicières qui ont des méthodes beaucoup plus radicales. Mais on a toujours cette obsession, en fait, qui revient beaucoup à l'époque pour la police contre les criminels. Et finalement, derrière, on se rend bien compte qu'il y a des inégalités sociales et tout, mais c'est pas tellement le propre de la série. Ça sera plus abordé dans AD Police, dont on parlera après, qui est vraiment dans la continuité de Bubblegum Crisis. Quand on réfléchit bien, il y a des thématiques assez proches entre Bubblegum Crisis et Batman, dans la mesure où il y a effectivement cette police complètement dépassée qui doit passer par l'aide de justicières hors la loi et qui ont une technologie suffisamment perfectionnée pour les aider. Et en fait, on se rend compte que de toute façon, cette technologie, elle est issue d'une d'entre elles, de Scylla, qui est milliardaire, en fait, qui est vraiment qui est une fille de scientifique et qui est clairement a les moyens et la technologie pour générer ces fameux scaphandres de combat, hein, comme on dit dans XOR, quoi. Mais la thématique de la police, elle est intéressante et effectivement, on va la retrouver ensuite dans d'autres œuvres. Et puis, ouais, on est dans cette réponse à Blade Runner et à Robocop vis-à-vis de. Mais oui, puis t'as le flic, t'as l'idée du flic rebelle aussi. Oui, voilà. Léon, qui est un des personnages secondaires de la série, qui en gros est allié avec les meufs, c'est le flic rebelle, quoi. Clairement, ouais. Il y a cette idée d'effectivement de la police relativement peu efficace parce que bureaucratique, tout ça. Et du coup, alors c'est complètement questionnable sur le fond et sur la morale de l'histoire, mais du coup, tu as un flic rebelle qui se dit bon, bah, on va s'appuyer sur des justicières qui aiment bien tuer les gens. Ouais, notamment sur l'épisode, je pense celui qui met le plus en avant ça, le rapport à la police, je pense que c'est celui avec le pilote. Mad Max. Gibson. L'épisode 4. L'épisode 4 qui est, où littéralement il y a quelqu'un qui construit un espèce d'engin de mort de la route, quoi, qui va en fait mettre à l'épreuve toute la police de la ville qui vont pas pouvoir l'arrêter et ils vont devoir du coup là littéralement Léon qui dit bah, laissez-le faire les filles en fait littéralement. Oui, c'est ça. Nous on laisse tomber et voilà. Alors moi, l'épisode que je préfère, du coup, c'est vraiment l'épisode 5. J'ai eu un bug, Fabien me l'a montré avec les doigts. Tu peux dire, ouais, vas-y. Catégorie is lesbian, space, vampire. Voilà. Je crois que c'est un peu pour ça que je préfère l'épisode 5. Il y a quand même une espèce de lesbienne robot vampire. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est qu'on voit quand même clairement une scène de romance lesbienne dans celui-là. Et en plus, il y a un chat. Et je voulais dire que dans les animés des années 80, début 90, au Japon, on voit souvent des chats. Et je trouve que c'est cool. Voilà, c'était mon analyse certainement la plus poussée pour ce podcast. Je vous remercie. Il y a tout un truc aussi dans Bubblegum Crisis, dans les OVA, par rapport justement à l'armement et à l'armement spatial, puisqu'on a des satellites. Satellites là qui satellites armés qui stationnent autour de la Terre. Et ça, bon, on était à l'époque réganienne, notamment avec le projet Guerre des Étoiles, qui était ce projet de satellite armé jusqu'aux dents. Et on voyait ça dans le cinéma live japonais, notamment dans Le Retour de Godzilla en 1984, où on voyait justement des satellites américains et soviétiques qui étaient, on va dire, braqués sur le Japon pour éventuellement défoncer le Japon si Godzilla arrivait, en fait. Et là, dans Bubblegum Crisis, on a carrément des satellites laser qui sont gérés par Genom, qui sont prêts à tirer en frappe chirurgicale sur les boomers qui foutraient la merde, entre guillemets. Et effectivement, dans le 5, on a l'arrivée d'un bad guy qui a le pouvoir lui-même de contrôler ses lasers et de faire tirer les tirs de laser depuis la Terre, en fait, depuis le sol. En fait. Contre Genom, ouais, du coup. Voilà. Et c'est lui, c'est le fameux Largo. Et en fait, donc juste en fait, ce méchant, il part d'une manière complètement pétée où en fait, il est tué plus ou moins à la fin, mais tu vois pas sa mort. Et sur le coup, tu te dis, enfin vraiment, c'est la mort où tu te dis, il va forcément revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il ne pourra pas survivre.
il a forcément survécu à cette chute, puisqu'on Oui, n'a c'est pas ça. retrouvé de cadavre. Oui, et puis elles le disent, ils disent genre, on n'a pas retrouvé le Bah, cadavre. on Oh, n'a pas on n'a retrouvé pas de cadavre. retrouvé le cadavre. Oui, mais il est forcément mort car il est tombé de très haut et il ne revient jamais. Et en plus, surtout qu'au-delà de fuck, on retrouve pas le cadavre, c'est que juste avant de mourir, il dit un truc à une des personnages de la série en mode oui, ton passé te sera révélé, tout ça. Donc tu te dis, ok, ce personnage va revenir, mais non. Non. Et pourquoi non? C'est certainement parce que justement, il y a 8 Bah, épisodes au lieu de 13 et du coup, tu le ressens, c'est un peu dommage, tu le ressens dans la série. Tu le ressens effectivement dans cet épisode où tu sais qu'il va revenir et qu'il ne revient jamais. Tu le ressens parce que le passé de la meuf en question, il est un petit peu abordé, mais finalement pas plus que ça. Donc il faut aussi faire face à quelques frustrations quand même dans Bubblegum Crisis par rapport au scénario, quoi. mais dans le 5, il y a aussi autre chose. Dans le 5, il y a une C'est-à-dire, chanson. Il y a une chanson. Ah oui, ah oui. Alors vous voulez qu'on parle de la musique? On va parler de la musique. Alors, la musique de ce film est absolument incroyable. Donc, comme je disais, en fait, ils sortaient un album par OVA. Et en fait, ils ont pompé énormément de musique populaire de l'époque, au Japon en tout cas. Je pense pas qu'ils s'en soient vraiment cachés, parce que c'était quelque chose d'assez répandu dans la musique japonaise et dans la city pop. La city pop, pour replacer, qui est une musique pop japonaise relativement inspirée de la pop à l'international, de l'italo disco de l'époque, de la pop américaine, mais qui a quand même une touche très japonaise dans le sens où c'est quand même un peu plus jazzy et un peu plus kitschas. Mais c'est très agréable, la city pop. Et en fait, ils ont donc repris des chansons connues à l'époque au Japon. Et notamment dans le fameux épisode 5 des lesbiennes vampires robotiques, il y a une repompe totale de Johnny Johnny de Jan Mass. De Jan. De Jan Mass. Jane Mass. Jeanne Masse. De Johnny Johnny de Jeanne Masse. Et ils ont aussi samplé un morceau de Jeanne Masse qui s'appelle S'envoler jusqu'au bout sur le même épisode. Et en fait, il faut savoir que Jeanne Masse, à l'époque, comme beaucoup d'artistes françaises, est très connue au Japon. Voilà, donc nous, ça ne nous échappe pas quand on regarde cet épisode, on l'entend très très clairement. Alors, ils ont aussi repompé dans le fameux Maskoniawa Hurricane, donc qui est un peu le thème, le son de l'opening de Bubblegum Crisis. En fait, ils l'ont pompé sur une artiste de l'époque qui est très très cool de city pop qui s'appelle Akina Nakamori et qui a fait une chanson qui s'appelle Desire que je vous conseille fortement. Et on sent aussi une inspiration plus que directe de cette meuf-là. Je disais aussi le thème de Street of Fire. Enfin, en gros, voilà, il y a eu énormément de repompes, plus ou moins, j'imagine, assumées. Je ne sais pas s'ils ont payé les droits ou pas. Enfin, cette histoire est assez obscure. En tout cas, il faut savoir un truc assez intéressant, c'est qu'il y a eu des tensions à partir du 3e épisode, parce que la chanteuse qui faisait la voix et les chansons du coup aussi de Pris, donc du personnage principal, on peut dire, elle a eu à ce moment-là un contrat avec Sony qui lui interdisait de chanter pour le soundtrack de Bubblegum Crisis. Donc en fait, ils ont failli tuer Pris, qui est quand même le perso principal, ouais, pour la remplacer par un autre perso. Et en fait, les fans, quand ils ont appris ça, ils ont gueulé en disant qu'ils abandonneraient la série si la chanteuse en question, je crois qu'elle s'appelle Omori. C'est Kinuko Homori. Voilà. Kinuko Homori. Ouais, donc en gros, si elle quittait le projet, les fans quitteraient aussi. Donc du coup, en fait, elle est restée dessus. Donc elle a pu en gros faire la voix, mais pas les chansons. Et en gros, ils ont changé les crédits pour pas mettre son nom dans les chansons et juste mettre Pris and the Lightsabers en parlant du groupe de musique du coup. Mais elle est pas créditée du coup sur la suite des épisodes alors que c'est bien elle qui chante. Bah, tiens. Ils ont bidouillé des espèces d'assemblages vocaux aussi pour que ça passe et pour s'éviter un procès. Enfin, en gros, ils aimaient bien les problèmes juridiques quand même, ce studio. Moi, je voulais juste revenir sur l'épisode 5, on parlait du coup, qui est sans doute le meilleur épisode de la série, je trouve, sur la séquence d'intro, qui est totalement un hommage à Alien, premier du nom, ah bah ouais, complètement, avec ouais. ce truc de décomposition où tu t'en rends pas forcément compte quand t'es dedans. C'est vraiment à la fin, c'est au design et tout, ce côté de les personnages qui vont tous partir un par un et le boomer qui finit par se faire désintégrer par le vaisseau qui part du coup cette fameuse robot qui fonctionne au sang humain. Je suis toujours sur une réflexion sur l'efficacité de la technologie. C'est une manière de dire, tu vois, il y a Life Force, film de vampire spatial. Oui, exactement, ça fait voilà. penser à Life Force. Ouais. Mais les Japonais, ils arrivent, ils disent, bon,
on va vous montrer comment on fait les vampires de l'espace. Voilà, laissez-nous faire. On va surtout vous montrer comment on fait les vampires de l'espace mieux que Life Force, parce que Life Force, c'est Voilà. quand même de la grosse daube. Venez me chercher, c'est de la grosse daube. Et du coup, là, ils y arrivent. Et ils y arrivent relativement bien. Bon, on reviendra peut-être pas sur le dernier épisode, mais juste pour dire que Bubblegum Crisis n'a pas vraiment de fin, parce que justement, ils se sont précipités pour faire le dernier épisode, parce qu'ils comptaient en faire plus, en fait, et qu'au final, il y a eu effectivement beaucoup de problèmes au niveau du studio, donc ils n'ont pas pu. Ce qui fait que beaucoup de choses dans notre esprit ne sont pas forcément résolues. Après ça vient Bubblegum Crash, qui a été relativement désavoué par quelques personnes qui ont travaillé dessus quand même. Donc bon, il est quand même peut-être intéressant au niveau de la suite, mais on perd quand même un petit peu l'esprit a priori de la série originale. Sur le coup, moi, je n'ai pas vu Bubblegum Crash. Fabien, peut-être que tu l'as vu, je m'en rappelle pas. On est un peu plus sur des histoires de braquage, en fait. C'est un petit peu moins intéressant. Surtout qu'il n'y a pas ce côté on se divise et on se retrouve, en fait, contrairement à ce Ouais. qu'on dit. En fait, le groupe s'est jamais vraiment dissous, mais c'est une des problématiques de la série, enfin des trois OVA. Par contre, ouais, il y a un petit changement, c'est que chaque épisode commence avec des plans de la vie en CGI. Donc, Ah on oui, commence ouais. déjà à tester la 3D Ouais. dans les OVA. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans Bubblegum Crisis, c'est vraiment la question du transhumanisme, où en fait on voit effectivement, enfin il y a vraiment cette question de où s'arrête, où commence la machine, où s'arrête la machine, où commence l'homme, où il s'arrête. Enfin voilà cette question de transhumanisme, c'est-à-dire du lien entre, enfin de la question de l'homme augmenté en fait. Ou de la femme augmentée, puisqu'il y a toute, justement dans l'épisode 5 dont tu parlais, que tout le monde a aimé, adoré, il y a cette question d'une crise existentielle en fait chez des sexodroïdes. Je rappelle que les sexodroïdes, le droïde et le sexe, c'est une thématique vraiment très très prisée par le genre cyberpunk. Hein. Dans Bubblegum Crisis, on n'a pas beaucoup de cul, et pourtant le cyberpunk adore le cul avec des droïdes. Et donc du coup, dans Adepolis, qui est finalement la continuité de Bubblegum Crisis, parce que ça sort en 90 chez les mêmes studios. C'est un OVA en 3 épisodes qui est dans le même univers. Et on suit, en fait, cette fois-ci, on n'a plus, du tout, en fait, ces justicières. On rentre vraiment dans le corps de la police avec ce fameux Léon, là, qui est le flic rebelle, où là, on le voit, il est beaucoup plus agréable parce qu'il harcèle pas les meufs gratuitement, c'est beaucoup plus agréable. Et en fait, à des polices, du coup, c'est un OVA en 3 épisodes où on va suivre des petites enquêtes, une enquête par épisode, sur des épisodes qui sont relativement courts, hein, qui font 20 à 40 minutes, je crois, un truc comme ça. 26 minutes par 26 minutes épisode. max. Mm. Ouais, non, c'est vraiment court, et pourtant, je trouve, moi, c'est une série que j'aime énormément. Vraiment, c'est peut-être même une de mes séries, dans tout ce dont on va parler aujourd'hui, je pense que c'est ce que je préfère à Adepolis. Parce que pour moi, c'est un bon équilibre entre le côté pop de Bubblegum Crisis et aussi des thématiques qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus dark, liées du coup à cette question du transhumanisme. Comme je le disais, il y a plus de sexe. C'est une thématique qui est donc très présente de manière générale dans le cyberpunk. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cyberpunk, parce que j'aime la question notamment du bioméca par rapport à la sexualité. Enfin, je trouve que ça ouvre des champs des possibles, même d'un point de vue esthétique, qui sont relativement intéressants. Et j'aime particulièrement, donc le premier épisode, je le trouve un peu oubliable dans mon cas, mais bon, ça se laisse regarder. Hein. Les 2 derniers épisodes, pour moi, ils sont absolument fantastiques. On a des personnages féminins là aussi, qui sont pas des héroïnes, qui sont même plutôt des antagonistes. Enfin, on a des pseudo-héroïnes de la police, mais finalement, elles sont plus au second plan. Ce qui est intéressant dans Adepolis, c'est on va plus regarder du côté des méchants et en fait de ces boomers et de ce qui se passe dans leur tête, parce que donc les boomers sont des robots qui ont des espèces de crises existentielles, mais ce qui est considéré comme boomer, et on le comprend en fait dans Adepolis, c'est quand le corps est modifié, le corps humain est modifié à plus de 70%. Du coup, en fait, ça ouvre pas mal de possibilités, parce que notamment dans le 3e épisode, tu as un flic qui a été extrêmement blessé au combat et qui est reconstitué, qui devient un boomer. Il est reconstitué totalement, mais il a encore son âme, il a juste un corps complètement cybernétique. Tout ce qui lui reste, c'est sa langue, en fait, et son cerveau. Et en fait, tout passe par sa langue, dans le sens où il a besoin de ressentir la douleur, le plaisir,
par sa langue, parce que sinon il ressent plus rien et du coup il est profondément dépressif en fait. Je parlais des personnages féminins, j'ai notamment un amour très particulier pour l'épisode 2 d'Adépolis, où en gros il est question d'une femme qui est traitée de manière complètement inégale par rapport aux hommes, du coup, du fait de ses menstruations. Et en fait, son collègue masculin obtient une promotion à sa place en propageant la rumeur qu'elle est vraiment moins efficace au travail à cause de ses règles. Faut savoir que c'est une thématique qui n'est jamais traitée, tout court, hein, même actuellement, hein, c'est une thématique qui est très peu traitée. Et en gros, elle décide, cette personne, de remplacer tout son système génital par un système cybernétique en se disant, bon, bah, comme ça, j'aurai moins mal et je serai efficace au travail et puis on me fera plus chier, en gros. Et en fait, ce qui est marquant pour moi dans cet épisode, c'est qu'il y a notamment une scène en fait où elle a des crampes abdominales terribles. Et en fait, on comprend que c'est des douleurs fantômes, c'est-à-dire que malgré le fait qu'elle ait remplacé son système génital intégralement, elle a encore des douleurs fantômes de ses règles. Et dans cette scène, pour moi, c'est très peu sexualisé, mais elle se masturbe, on le voit pas. Enfin, elle est en fait, elle est dans son bureau, elle commence à avoir d'énormes crampes et elle se fout par terre et elle se masturbe, mais presque par défaut, c'est-à-dire qu'elle le fait d'un geste machinal, elle n'a pas envie, et elle le fait, en fait, on le comprend, pour évacuer la douleur, qui est un geste que nous, les femmes, on connaît bien parce qu'on le fait, et enfin, en tout cas, la plupart d'entre nous le font, c'est-à-dire qu'on a besoin parfois de se masturber parce que les règles sont douloureuses. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est-à-dire que c'est même des choses qu'entre meufs, on sait, mais qu'on ne va pas forcément s'en parler. Moi, par exemple, c'est quelque chose que dans ma vie de femme, j'ai appris très, très tard, que c'était courant. Et en fait, je Oui, trouve que cet épisode, il est incroyable pour ça parce que il y a effectivement cette thématique profonde de en changeant de système au sein de son corps, on change en fait le système de conscience, c'est-à-dire qu'elle est complètement altérée par son système cybernétique et qu'elle finit par avoir des pulsions de tuerie en fait, hein. Elle a besoin de tuer d'autres femmes, des prostituées en l'occurrence. Bon, là pour une sombre histoire de jalousie, on peut pas non plus tout donner à cet épisode, mais en gros, elle a besoin de tuer pour faire passer cette douleur, cette folie. Et pour moi, c'est une thématique qui est hyper surprenante. Alors, je dis pas que tout l'épisode est agréable sur le traitement de son personnage féminin. Il y a quelques petits trucs qui m'embêtent, mais on est en 90. C'est fou, quoi, de traiter ça. Enfin, voilà, moi, j'avais pas grand-chose d'autre à dire sur Adépolis, si ce n'est que esthétiquement, bien sûr, c'est absolument dingue, hein. Peut-être que l'animation est un peu moins chiadée que dans Bubblegum Crisis, vraiment au niveau technique, mais par contre, l'esthétique est plus aboutie. Mais par contre, pour les thématiques, pour moi, on est au-dessus, en fait, largement au-dessus. Bah, moi, j'ai pas mal de choses à dire. En fait, déjà, il faut signaler que c'est écrit par Tony Takezaki, qui sera plus tard l'auteur de Genocyber, en fait. Qui n'est pas fou, mais on peut parler de Genocyber, du coup. Voilà. Mais en fait, Pas ce plus qui est tard, hein. intéressant, Pas plus tard, Fabien. Si? Genocyber, on est en quelle année? c'est début des années 90, en fait. Mais, Ah oui, si, peut-être, oui, t'as raison. Qui est aussi produit par Artmic, d'ailleurs, Genocyber. mais en fait, pour Adepolis, ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode aborde une thématique qui est plus ou moins issue d'un genre américain. C'est-à-dire que l'épisode 1, effectivement, avec le boomer prostitué, c'est clairement la mort de Zora Oui, dans Blade Runner complètement. qu'on va, qu'on va remaker d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois qu'est-ce qui reste de la mémoire d'un boomer abattu, mais qui va être recyclé en fait. Oui, Et on se rend compte que le destin de ce boomer, c'est d'être perpétuellement tué encore et encore en mais fait. ça, sur le coup, c'est une thématique qui est abordée dans plein de films de SF. Voilà, C'est la mémoire, la mémoire du corps, la mémoire de la machine. Enfin, ouais, ouais. ça. Et celui dont tu as abordé donc justement avec la femme qui se voit remplacer tout son appareil génital, en fait, là, ça interroge un truc aussi qui est toute la notion de performance professionnelle au Japon qui commence vraiment à La place des monter à femmes au cette travail, époque-là. bien sûr. Voilà, voilà. Bien sûr. Il y a cet aspect-là, mais aussi, effectivement, elle a des organes synthétiques et ça rejoint presque une thématique de handicap où des personnes qui ont été amputées Complètement. gardent la mémoire des membres amputés, en fait.
tout en mettant ça dans un récit de psycho-killer à l'état pur, en fait. C'est-à-dire, Mais en plus, c'est presque un remake féminin de Maniac, en fait. ouais, carrément. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que quand elle meurt à la fin, elle meurt d'une façon absolument atroce que je ne vais pas C'est ça. spoiler. Mais les flics, en fait, quand ils la trouvent, ils sont en mode bah oui, mais de toute manière, c'était un boomer, en fait, parce qu'elle avait remplacé une grosse partie de son système et du coup, elle était considérée comme un boomer, donc comme un être inférieur, en fait. Enfin, il y a vraiment cette idée aussi par rapport justement à ce que tu disais du handicap. Du transplantation, tout ça, mécanique, enfin en tout cas cette idée qu'il y a des êtres effectivement qui sont inférieurs et comme tu dis, hein, ça emprunte à pas mal de thématiques de la science-fiction de l'époque, mais pour moi ça le fait d'une manière très incisive dans le sens où on est sur du 20-25 minutes et que c'est très rare de voir, de voir ça abordé d'une manière aussi frontale en fait et vive. Et sur l'épisode 3, donc avec justement le robot flic avec sa fameuse langue, ça, je pense que c'est la seule fois où on pourrait avoir une suite de Robocop qui se tient. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'il n'y a aucune itération de Robocop après le premier qui arrive à la hauteur de cet épisode de Bubblegum Crisis parce que justement, on se dit, mais qu'est-ce qui reste de l'être humain fondamentalement Ouais. dans ce corps, mais qu'est-ce qui reste de l'ordre de la pulsion et de la sexualité de cette machine? C'est-à-dire, là, ce qui est assez ouf, c'est quand même qu'il se fait abuser en fait par une meuf. alors ça, c'est intéressant parce que justement, dans les suites, dans Robocop et dans les suites de Robocop, il y a toujours une femme avec lui, une femme scientifique qui l'entretient et tout machin. Et là, justement, ici, on disait, si on partait du principe que cette femme-là avait une sorte de passion sexuelle, d'emprise, mais aussi de passion sexuelle débordante pour les machines. Et ça questionne la responsabilité de l'humain qui est en charge de la machine, puisqu'elle va le stimuler sexuellement à mort, en plus de se stimuler sexuellement elle-même, jusqu'au point de non-retour, en fait. Est-ce que la mécanophilie, maintenant qu'on n'est pas encore dans le futur, ça se traduit par baiser des grippins? Sans doute. D'accord. J'ai pas cette réponse, mais sans doute. Non, mais c'est vrai que cet épisode, il est ouf justement parce que le perso féminin, elle est hyper gênante cette scène où tu la vois prendre du plaisir et tu sais pas en fait s'il est consentant ou non C'est ça. Bah, il bouge pas parce qu'il peut pas et en même temps il est dans un espèce de mood où il est en mode j'ai besoin de ressentir des sensations fortes, qu'elles soient positives ou négatives et du coup limite se faire abuser pour lui c'est aussi une manière de vivre quelque chose et c'est assez horrible en fait cet épisode. Surtout qu'il a en mémoire les relations sexuelles qu'il avait avec sa copine quand il était encore humain. Voilà. Avec qui il fait toujours équipe d'ailleurs. Mais ouais, moi j'ai trouvé la série très très forte et c'est le bateau de Thésée, la série quoi. C'est une série qui interroge énormément sur l'identité humaine et sur ce qui reste, ce qu'on devient et c'est très très fort. C'est un chef-d'œuvre absolu pour moi à Dépolice. Ouais, non, mais clairement. Hein. Je suis et puis, meilleur générique du monde. Générique d'ouverture de ouf. Moi, la musique et ouais, tout. il est beau en plus, le générique d'ouverture. Enfin, vraiment, c'est ouais, c'est un peu tranchant comme série en fait. C'est 20-25 minutes, mais tu as des éléments. En plus, tu vois beaucoup plus le côté Dark Tokyo, les ruelles sombres. Enfin, on est esthétiquement dans quelque chose, encore une fois, qui reste un petit peu pop. Hein. Il reste quand même un petit peu 80s, mais on sent qu'on est en 90, clairement. Hein. On a switché, quoi. Mais il y a ça, et en fait, finalement, toutes les thématiques sombres qui étaient dans Bubblegum Crisis au début, elles ont été transférées sur cette œuvre-là, et ce qui fait qu'effectivement, qu'on voit la galère des citoyens, en fait. On voit vraiment les gens dans le caniveau, quoi. C'est-à-dire qu'on voit la pauvreté absolue de cette ville, chose qu'on voyait très peu, ou alors c'était un peu hors champ dans Bubblegum Crisis. Oui, c'est ça, où dans Bubblegum Crisis, on se concentre vraiment sur les figures héroïques des filles qui arrivent, qui débarquent, elles sauvent tout le monde, et techniquement, une fois qu'elles ont sauvé le monde, tu te dis, bah, tout va bien. Alors que, voilà. Et sur le bon flic aussi. Tandis que là, le flic, il est pas complètement net non plus, tu vois. Il se pose, justement, il est très catégorique sur le fait qu'un boomer, bah, c'est un boomer et c'est un être inférieur. Enfin, tu sens en fait que Bubblegum Crisis était vachement du côté du pouvoir policier en fait, où là, il y a une réflexion beaucoup plus aussi nuancée. Pourtant, en 3 épisodes de 20 minutes, hein, donc c'est que c'est possible et aussi.
pour moi, ce qui me marque, je le répète, c'est vraiment le fait que c'est aussi possible en fait de traiter la sexualité dans le genre cyberpunk sans avoir besoin d'abuser les meufs et de les mettre dans des postures absolument insupportables à regarder. Encore aujourd'hui, c'est un genre qui est extrêmement sexualisé et why not? J'ai aucun problème avec la sexualisation dans ce genre-là, c'est même quelque chose que j'apprécie. Ce qui me dérange par contre, c'est que ça soit à sens unique et que souvent les persos masculins ce soit pas forcément le cas. Et là, on a une façon de traiter, je trouve, alors on reste sur des fantasmes masculins évidemment, hein, mais on a une façon de traiter ça qui est relativement juste et pas trop insultante, je trouve. Bon, voilà, je pense qu'on va conclure cette première partie d'épisode là-dessus. Merci Camille et Fabien d'être venus. On se retrouve dans la deuxième partie. Donc voilà, à bientôt. Salut. Salut, il fera toujours 40 degrés. Salut Fabien. Salut. I am no Jedi. The wind's on our side, boys! That's all we need! We are bonded forever. Can't let Spider-Man die! Neither can